Nous avons trouvé une chambre de résonance extrêmement sophistiquée. Attends une seconde, ça veut dire qu'on avait raison? Je veux dire, ils avaient le don de s'exprimer? Je suis convaincu que c'est la clé de leur intelligence sociale. Ce qui explique qu'ils pouvaient fonctionner en groupe. Et coordonner leurs attaques pour que leur proie ne sache pas ce qui leur arrive. Ils pouvaient se parler entre eux. À un point qu'on n'avait pas imaginé. Ellie, ils étaient intelligents. Plus intelligents que les dauphins ou les baleines. Ils étaient plus intelligents que les primates. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus! Wingardium Leviosa. You're précieux. Get away from her, you bitch! What? Too close? Hasta la vista, baby. Salut mes petits raptors à crête et bienvenue dans La Saga, le podcast sur toutes les sagas du cinéma, blablabla. Blablabla. Je suis Sofiane Aïkassi, paléontologue de l'amour, et cette semaine on va se pencher sur Jurassic Park 3, le film de Joe Johnston, sorti en 2001, la même année que Fast and Furious. Voilà, c'est important de le dire. Et pour m'accompagner cette semaine, elle parle de pop culture sur James Effet, Audioactif et les réfracteurs. Féfanel, bonjour! Bonjour, bien contente d'être parmi vous. Quelle est ta saga préférée ? Alors, je sais qu'il y en a une dont on va pas prononcer le nom, donc je vais dire ma deuxième préférée. C'est, alors c'est pas original, mais c'est Le Seigneur des Anneaux. J'adore depuis, je l'ai découvert quand j'étais au collège, les bouquins. J'ai grandi avec, et puis quand il y a eu le film, je suis encore plus tombée amoureuse de cette saga, et sans cette saga, je serais pas là aujourd'hui à vous parler. Oui, ça, on le fera quand on aura 250 patrons, c'est-à-dire dans à peu près une dizaine d'années. On se penchera sur Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est Jurassic Park, j'avais mis le goal à 10 patrons en fait. Il restait plus que 10 patrons quand j'ai mis le goal. Donc celui-là, je savais qu'on allait le faire, mais je sais que Le Seigneur des Anneaux, ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est pour toi la saga Jurassic Park ? Alors déjà, pour moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de cinéma. J'oublierai jamais. Je m'étais tapé genre 1 heure de queue sous la pluie avec ma mère et ma sœur pour voir le film. Et je me suis retrouvée dans cette salle, du Gaumont Montpellier, et tout d'un coup, j'entends ce bruit du T-Rex. Je le vois surgir devant moi, j'entends son cri, et j'étais scotchée et émerveillée devant ça. Et c'est vraiment que de l'amour. C'est déjà que j'avais une passion pour les monstres, ça a encore plus rajouté. Donc vraiment, c'est de l'amour. Voilà. C'est marrant, on parle jamais des suites à chaque fois. Tu vois, si, moi je les aime, les suites aussi. Ah, tu les aimes. Mais dès qu'il y a le T-Rex, je suis heureuse. Et mon grand fantasme, ça serait que ça dérive sur une adaptation de Cadillac et Dinosaure. Tu vois. Et là, ça serait parfait. Ensuite, il est le co-créateur du label de podcast Micro Stockholm, et c'est aussi un des nanardeurs de Nanarland, le seul qui me manquait dans ma collection de nanardeurs. Bienvenue Martin. Bonjour, merci de me recevoir. Même question. Quelle est ta saga préférée ? Attention, il va me sortir une saga nanarde. Non, non, même pas. Non, mais en fait, le problème, c'est que je risque d'avoir la même réponse que mon voisin de droite. Et ça me gêne un peu. Godzilla ? Ouais, je pense que c'est Godzilla quand même. Ah ouais ? Ouais. Peut-être ex aequo avec Gamera. Ah bah oui, forcément. Mais voilà, non, moi je suis vraiment team kaiju à fond. J'adore les kaiju et les monstres géants. Et du coup, j'aime bien Jurassic Park, mais proportionnellement à la taille des bêtes en fait. Du coup, autant je suis un fan incommensurable de tout ce qui est géant. Dans Jurassic Park, c'est très très grand, donc ça me plaît aussi. Mais les Gallimimus, mais un peu moins. Les compis, tu t'en fous quoi. Les compis, c'est quoi ? C'est les petits. Ah, les petits, excuse-moi. Ouais, j'arrive jamais à me rappeler le nom des dinosaures. Pourtant, j'ai révisé avant. Je me suis fait une fiche. Mais je me suis arrêté au Spinosaure. 3 cornes, c'est lequel ? Jurassic Park, non, c'est une saga que j'aime vraiment. C'est une saga que j'aime bien. Enfin, je trouve que le premier Jurassic Park, c'est un peu époustouflant sans plus, tu sais. C'est le truc. À chaque fois que je vois, je me dis, waouh, c'est génial. Et après, j'oublie. Et après, j'y pense plus tellement. Mais quand je suis devant, je trouve que c'est génial, quoi. C'est marrant, j'ai un cousin qui l'a revu après il l'avait pas revu depuis tout petit. Il m'a dit, c'est quand même un peu chiant, Jurassic Park. J'étais là, je fais quoi ? Il dit, ouais, il y a pas trop de scènes marquantes, etc. Moi, j'avais une goutte qui coulait sur mon front, tu vois, genre avec de quoi il me parle. Il me dit, ouais, je l'ai vu avec mon fils, et mon fils m'a regardé en me disant, c'est nul, papa. Je fais quoi ? Autre époque, autre rythme. Et je suis sûr que s'ils avaient regardé Jurassic World,
Eh ben, ils auraient peut-être aimé. Et ça en dit beaucoup sur notre société, mon cher. Ah oui. Et enfin, il est l'auteur, entre autres, de Kaiju, Envahisseur et Apocalypse. Et il fait partie du Otomo Gang. Hello, Fabien Moreau. Salut Sofiane, bonjour à tous. Et toi aussi, c'est Godzilla? En fait, alors effectivement, donc il y a Godzilla, puisque en fait, j'ai connu Godzilla plus ou moins directement grâce à Jurassic Park, donc la vie trouve toujours un chemin, n'est-ce pas? Mais il y a une autre saga qui est très très chère à mon cœur, c'est la saga des Baby Cart. Donc la Baby Cart, qui est une saga de films de sabre japonais violente, un petit peu érotique et politique. C'est 6 films réalisés entre 72 et 75, adaptés du manga Lone Wolf and Cub. C'est magnifique. Ça je connais par contre. C'est l'adaptation. Ok. Voilà. Le Mandalorian. Exactement, tout à fait. Le Mandalorian, je connais. Ah, excusez-moi. J'oublie parfois. C'est quoi pour toi Jurassic Park? Alors comme fait, c'est le souvenir d'un après-midi très pluvieux. Donc je suis allé voir le film avec ma grand-mère et ma tante au cinéma Pâté-Grand-Ciel dans le Var. Et c'était juste génial. C'était voilà, un arc-en-ciel, comme ça, un éventail d'imaginaire qui se développait devant moi, qui s'ouvrait. C'était fantastique. Et puis ensuite, il y a eu le McDo qui s'en est suivi avec le gobelet Jurassic Park. Hein. Et puis ensuite, j'ai fait dépenser à mes parents sans compter les figurines, les jeux vidéo sur Océan, sur Nintendo, sur Super Nintendo. Donc c'était vraiment, on peut dire, la première franchise de mon enfance, parce que quand le film est sorti, j'avais 8 ans. Et puis ensuite, j'ai attendu régulièrement toutes les suites jusqu'au 3 compris. Et après, maintenant un petit peu moins, mais j'y vais toujours, peut-être un petit peu par nostalgie, mais toujours pour voir là où ils vont réussir et voir où ils vont se planter aussi. Voilà. Tiens, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo depuis qu'on a commencé la saga Jurassic Park, mais j'aime bien faire un petit point jeux vidéo. Est-ce que vous avez des jeux vidéo Jurassic Park que vous adorez ou que vous détestez? Pas du tout. Non, aucun. Il y en a aucun qui vienne. Je crois que je me souviens que j'avais fantasmé un peu sur le jeu à l'époque dans les magazines de jeux vidéo, mais j'ai jamais joué en fait. Il était très difficile le jeu sur Super Nintendo. Il fallait avoir un guide quoi. Sinon, ça servait à rien. C'était une tannée parce que tu avais les phases en RPG où il fallait électrocuter les dinosaures mais pas les tuer. Il fallait trouver des œufs et en plus tu avais aussi des phases un peu à la Doom ouais. Exactement, où vraiment c'était un petit peu compliqué. Alors toi t'as 8 ans, 9 ans, t'as juste envie de t'éclater, mais on te demande de réfléchir et c'est pas terrible. Et récemment, pour la première fois, j'ai testé celui sur Mega Drive et... C'est pas celui où tu joues un Raptor? Ouais. Alors... Si. Ah, celui-là, j'ai jamais joué. Ouais. Et la maniabilité du Raptor, je peux te dire qu'elle est vraiment pétée. Ah, c'est l'enfer. Mais maintenant, on peut trouver un jeu d'arcade, vous pouvez trouver un petit peu partout, je crois même à la tête dans les nuages, vous pouvez le trouver, où on doit juste dégommer des dinosaures en avançant. Donc c'est plaisir purement régressif. Moi j'ai joué à celui de Telltale, qui était vraiment super nul. Genre franchement, il n'y avait aucun choix, enfin tout ce qui fait un peu le soi-disant charme des jeux Telltale, il n'y avait pas. Tu suis le truc et voilà, tu suis le jeu. C'était pas comme celui de Retour vers le futur où il y avait des objets à récupérer, des trucs à faire. Ou encore celui avec les choix comme celui de Walking Dead et tout, c'était vraiment super nul. J'ai essayé d'y rejouer sur Twitch et le jeu a bugué au bout de 2 minutes et j'ai jamais pu y jouer parce que la souris disparaissait, le curseur disparaissait. À un moment où il faut mettre la souris sur un endroit et tout, le curseur n'apparaissait pas. Et bien sinon, j'avais joué à Jurassic World Evolution. Et ça, j'aime bien. Moi, il paraît que c'est bien. J'ai entendu que c'était très bien. C'est très sympa. Si vous aimez bien les Roller Coaster Tycoon, les Zoo Tycoon et tous ces jeux-là, même un peu SimCity sur les bords, ouais, j'avais franchement bien aimé. Ouais. Genre, il faut déterminer le bon voltage des enclos, ce genre de choses. C'est bien pas ça. À ce niveau-là, mais c'est pas mal. En gros, faut que toujours savoir que les brachiosaures, il faut qu'ils soient 6 et donc ça prend la moitié du parc et ils bouffent tout quoi. Tu vois. Merci pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas un jeu de baston de dinosaures. Moi ça m'aurait plus plu. Un jeu comme le jeu Godzilla là où il y a des... il y a plusieurs jeux Godzilla qui sont vraiment cool. Ouais. Sur PS2. Ouais, sur GameCube et même sur Super Nintendo. Sur GBA. Ah oui aussi. Ouais. Écoute, je vais les chercher dès qu'on finit. Il y avait un jeu aussi sur Super Nintendo, un jeu de baston avec des bêtes préhistoriques. Là. C'était Primal quelque chose, non Primal Rage. Ouais, c'est ça. Mais je rejoins Faye totalement sur l'adaptation de Cadillac et Dinosaures parce que c'est vrai que dans la Dinomania qui a suivi Jurassic Park, on avait eu la série Dinosaures qui était produite par Disney avec des mecs qui se termine avec la fin des dinosaures. C'est ça. Ouais. Et effectivement, c'est dark. C'est dark, quoi. C'est très malaisant.
On avait quoi aussi? On avait la première série Power Rangers, hein, donc premier Sentai japonais détourné par les Américains où c'était des mechas dinosaures. Et effectivement, Cadillac et Dinosaures. Et j'ai l'impression c'est trop bien. Et ouais, c'était génial. Mais j'ai l'impression que Denver le dernier. Et Denver. Ouais, mais ça c'était encore avant ça. Denver, c'était bien avant. C'est le prequel de Jurassic Park. En fait, j'ai l'impression que le dernier Jurassic Park, ça va être la version Wish de Cadillac et Dinosaures. Mais c'est ça, c'est rien que pour ça que je veux voir le film aussi, parce qu'il y a les acteurs du premier. Mais s'ils me font des Cadillacs et des dinosaures, mais genre dans la salle, je serais trop contente. Il faut. Ouais, c'est quoi votre dino préféré? Le T-Rex. Okay. Tout le monde dit le T-Rex, c'est fou. Mais il est trop génial, attends. Alors moi, c'est pas un dinosaure du coup, parce qu'il vole. C'est le ptéranodon. C'est Motra. Non, c'est Rodan. C'est Rodan, oui, Rodan serait plus logique. Ouais. Le ptéranodon, il est très cool dans le film d'ailleurs. Ouais, parce que point technique, je crois que les dinosaures, c'est que ceux qui sont au sol. Ceux qui volent, il me semble qu'on Non, c'est pas les mêmes, c'est pas des ptérosaures. C'est des ptérosaures, exactement. Et par exemple, le mosasaure n'est pas non plus un dinosaure. Je vois que vous êtes pointu sur la question des dinosaures. Ça me fait plaisir. Comme le bec. Il y a des professionnels qui viennent dans le podcast, on est obligés d'assurer, tu vois. Moi, je kiffe le Dilophosaure. Bah, moi aussi. Ah, je l'adore. Moi aussi. Et on le voit pas assez. C'est celui qui a des dents avec la peau écailleuse, là, c'est la crête. Ah, oui. C'est le punk. C'est un peu un chat, en fait. C'est-à-dire qu'il t'attire en étant mignon et ensuite il te la fait à l'envers. Et il te crache dessus. Peut-être qu'ils feront un spin-off un jour, écoute. Il doit revenir dans le nouveau. Ah, c'est pas trop tôt. Apparemment, il faut revenir tous les dinosaures et je me demande même si le Spinosaure sera pas dans le film aussi. Un petit caméo, peut-être. Ouais, tant qu'on y est, autant tous les mettre. En train de nager. Les compises par milliers. En post-crédit. Parce que c'est celui qui ressemble le plus techniquement, en tant que dinosaure, à Godzilla, puisqu'il va sous l'eau, il nage. Un peu comme il y a la crête qui dépasse, c'est un petit peu comme Godzilla en fait, le Spinosaure. Et il a des bras qui servent. Oui. Lui. Donc avant le tournage du Monde Perdu, il y a Joe Johnston qui voulait réaliser, mais Spielberg a préféré le faire, donc il lui a dit tu peux faire le troisième en échange, comme j'avais dit la dernière fois. Ce réalisateur, donc, il est connu pour Chérie, j'ai rétréci les gosses, Jumanji, The Rocketeer, ou encore le premier Captain America. Vous aimez bien Joe ? Ouais, il a aussi été storyboarder et designer sur la trilogie Star Wars. Ah oui, là je parlais en tant que créateur. Il a travaillé sur Indiana Jones aussi, sur Howard le Canard, il a fait pas mal de... Il a fait design Faucon Millenium. Attends, non, parce que là, vous venez de dire Star Wars, Indiana Jones, et on enchaîne avec Howard le Canard. Eh oui, mais ça existe. Je vous conseille d'écouter mon épisode de The Marvel Initiative sur Howard le Canard, d'ailleurs, qui est parfois qui est très croustillant. Le design de Boba Fett, c'était lui aussi. Oui. Mais bon. Et après, moi, de lui, j'ai bien aimé son Wolfman. Je trouvais qu'il y avait vraiment un côté old school. C'est ça que j'aime bien chez lui. Il y a vraiment ce côté vieux film, de monstres, d'aventure, ce qu'on va retrouver dans le Jurassic Park 3. Son Rocketeer, il est excellent. On n'en parle pas assez de ce film, je trouve. Ouais, après, moi, je suis moins fan. Alors, je vais me faire sûrement tuer. Mais je n'aime pas Jumanji. Voilà, je le dis. T'es pas la seule. C'est un film je trouve pas que ce soit son meilleur film en tout cas. Je trouve qu'il a fait plein de trucs hyper intéressants. Et même Jurassic Park 3, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans. On va y revenir. Ah oui, mais moi, je déteste bien Madame Doubtfire, tu vois, par exemple. Ah, moi aussi, je l'aime pas. Donc, alors, c'est peut-être Robin Williams le problème. Figure-toi, il avait l'air très gentil, Pauvre Robin. mais c'est fatigant de le voir jouer. Il est très, très actif, c'est un peu dur. Il était très, très actif. Non, mais Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est quand même un super film. C'est vachement bien. Pratique. Je trouve que c'est un film qui a. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien vieilli, mais c'est peut-être moi qui vieillis et qui me rend pas compte des choses qui vieillissent, mais. C'est un film, en tout cas, j'ai pris plaisir à le faire découvrir à mes enfants. Il a fait Hidalgo aussi, me semble, avec Viggo Mortensen. C'est ça, j'attendais la blague, j'étais en train de me dire qui va faire la blague. Eh ben non. J'avais bien aimé. Mais non. Rocketeer, moi, c'est un film d'enfance. Je l'ai vu, mais un nombre incalculable de fois. Super ce film. Je l'adore. Encore, c'est un petit peu adouci par rapport à la BD qui était un petit peu plus adulte, mais il y a ce souffle d'aventure qui est vraiment là. Et puis c'était un petit peu le premier de cette vague rétro-futuriste qui suivait Batman avec Dick Tracy, je crois, c'était sorti la même année ou à quelques mois de différence. Et je pense que son Captain America, c'est peut-être mon MCU préféré.
Il est très bien, j'adore. sauf que le troisième acte s'effondre comme souvent dans les films du MCU. C'est une tradition. C'est dommage parce que sinon, il y a une bonne moitié du film qui est franchement limite parfaite, quoi, tu vois. Limite, moi, ce que je préfère, c'est toute la mise en abîme du personnage par rapport aux comics et en tant qu'outil de propagande, que c'est cette portion-là que j'adore. Ce qui était Et c'est dès qu'il y a le côté il faut qu'il y ait un méchant et il faut qu'il y ait la domination du monde et ce genre de truc que là, ça devient. Ouais, c'est pas. Et puis t'as un côté un peu Disney, genre quand t'as toute la chanson justement. Voilà, un peu du patriote et tout, t'as ce côté un peu spectacle. Ça j'aime bien. Ouais. Ça marche super bien. Ouais. Et c'est vrai que le Wolfman, moi, il faudrait que je le revoie en director's cut parce que j'avais été un peu déçu à l'époque parce que j'attendais beaucoup le C'est film. avec Nicholson Non, c'est celui avec Benicio del Toro Wolf, et Hopkins. Et oui, Wolf, c'est très bien celui-là. aussi. D'accord, je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Très gothique, très Toi, tu beau. me dis Wolfman, je pense tout de suite à Nicholson. Je sais pas pourquoi. Il passait tout le temps à la télé, ce film à l'époque. Tout le temps. Non, Nicholson, c'est juste Wolf. Donc la première idée de Spielberg, ça montrait que Alan Grant était parti vivre dans un arbre sur une des îles d'Ingen de manière clandestine pour mieux rechercher les dinosaures. Ça va pas forcément bien avec le personnage, je trouve. Bah pas du tout même. Ouais. Pas du tout. Ça n'a aucun sens. En fait, ça n'a aucun sens qu'il soit dans aucun de ses films après le premier en fait. Ce mec. Ouais, bah oui. Aucun des personnages du premier ne devrait être dans les suites en fait. Bah, les arcs ne marchent pas en fait. Non. Parce que tous les arcs sont bouclés à l'issue du premier. Donc en fait, on essaie de faire des heures sup avec des personnages qui sont allés au bout de leurs histoires respectives en fait. Et puis quelqu'un d'intelligent n'aurait pas envie de retourner sur cette île. Enfin, il devait être hyper stress post-traumatique, truc comme ça. Le film essaie de le montrer un peu. Ils ont réussi à enrober ça quand même dans le scénario. Il y va contre son plein gré. Ouais, c'est très rapide quand même. Oui, mais alors en même temps c'est bien ce film, ça va vite. 90 minutes emballé pesé. Je crois qu'il y a il y a un bon. C'est rythme, 1h30 de gagné. Comme je crois qu'il y a d'autres propositions de scénario. Ils en ont fait d'autres. Ah oui, il y en a plein. Plein. Ils ont fait, ça a été chaotique. Je vais me lancer, t'inquiète, il y en a beaucoup. Oui, il y avait une histoire de virus. Ouais, aussi, je vais. En fait, il y a Michael Crichton déjà qui est venu pour trouver des idées, mais il est parti après quelques jours direct parce qu'il se disait j'ai pas envie d'écrire un nouveau bouquin, ça m'intéresse pas. Heureusement. De toute façon, ils ont même pas utilisé ce que j'ai écrit dans le bouquin d'avant, donc. Heureusement. Donc la première version du script est écrite par Craig Rosenberg, qui lui est aujourd'hui producteur et scénariste de la série The Boys. J'ai vu. Ouais. Et il a pas de. Genre, il a fait plein de trucs sur son IMDb, mais il a pas de page Wikipédia, le mec. J'étais assez étonné, alors que c'est un mec. Je me demande si c'est de lui-même qu'il a dit je veux pas avoir de page Wikipédia. Peut-être. Et ça, j'y respecte. Peut-être. Donc l'histoire tournait autour d'un groupe d'adolescents perdus sur Isla Sorna. Il y avait une scène de course-poursuite en moto avec des raptors, qui sera donc reprise dans le film d'après. Et en fait, Johnston a déclaré que ça ressemblait à un mauvais épisode de Friends. Mais avec des dinosaures, qui du coup rehausse complètement l'intérêt de n'importe quel épisode. Ou alors, ça aurait pu Ross aurait pu être utile dans ce cas-là. Oui, c'est vrai. Ross aurait pu être utile dans ce cas-là. Voilà. Du coup, ils ont recyclé l'idée dans la série d'animation, là. Ouais, c'est ça. La colo du Crétacé, là. Ouais, c'est ça, tout à fait, qui est ça, une bande d'ados perdus sur l'île. Ça se regarde. Ouais, ça se regarde. Voir c'est moche, par contre. C'est pas pour au niveau. Enfin, on sent le truc. C'est pas du Pixar, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Les dinosaures sont vraiment pas très jolis à regarder, mais l'histoire, ça se suit, quoi. Bon, tu sais très bien qu'il y a aucun des gosses qui va mourir, mais mais ouais, ça se regarde. En même temps, une bande d'ados qui se fait massacrer par je sais pas, un raptor avec un masque de hockey les uns après les autres, ça aurait pu être vachement sympa, quoi. Bah là, on a un peu ça avec le Spinosaure. Oui. Il passe son temps à chasser. Pendant tout le film, il apparaît pour tuer des gens. Et il n'y a pas vraiment de but. Y a pas... Mais après, c'est aussi une référence à Peter Pan, en fait, dans le film. Parce que souvent, à un moment, il prend le téléphone, il avale le téléphone satellite. Et à chaque fois qu'il arrive, on entend la sonnerie du téléphone. Et c'est un peu comme le crocodile qui arrive, tu sais, Comment pour manger Crochet, quoi. C'est aussi une référence à Spielberg qui a fait Hook. Comment il s'appelle, le crocodile? Je m'en rappelle plus. Alors ça, par contre... Tic-tac. 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 Moi, je crois que c'est un truc dans le genre. J'allais dire TikTok, mais t'as dit tic-tac. Donc Peter Buckman est engagé, et cette fois, l'histoire aurait tourné autour d'une enquête par rapport à des meurtres commis par des pteranodons sur le continent. Et là, il a écrit beaucoup d'éléments du film final, comme Alan qui retourne sur l'île. En gros, tout ce qui se passe sur l'île dans le scénar là, c'est plus ou moins ce qu'il y a dans le film. Et dans la version finale, ils ont viré tout ce qui se passait sur le continent, en fait. Donc le film aurait sûrement duré 2 heures ou un truc comme ça, avec beaucoup plus de scènes. Et ils ont gardé que l'action, quoi. Ils ont dit on va garder que l'action dans le scénar. Il y a quelques idées des livres de Michael Crichton qui sont encore là, comme la volière ou le bateau qui se fait attaquer. Ça, c'est des scènes qui reviennent.
Ça vous aurait intéressé, vous, une sorte d'histoire d'enquête sur le continent? Apparemment, il y aurait eu un procès par rapport à je sais plus trop qui. Bof. Ça donne pas trop envie. Pas tellement, non. Mais Ou alors si c'est le dinosaure qui mène l'enquête, là ça aurait été surprenant. Voilà, parce qu'on nous dit dans le film que les raptors ils peuvent communiquer, bon on aurait Détective Raptor. Détective Raptor déguisé en Colombo, ça aurait été sympa. Ouais. Mais c'est dans ce script-là qu'il y a une fin un peu crépusculaire ou c'est encore un autre Où il crame tout le monde là avec le napalm ou je sais plus trop. Ouais, je crois que c'est dans celle-là. Ouais. C'est encore un autre. Ou c'est peut-être celle d'après, ouais. Moi qui ai eu, non, c'est celle-là, elle aurait bombardé l'île. Comme dans le bouquin. Et Alan serait resté. Ouais, ça je trouve ça cool par contre comme idée. Ça aurait été pas mal. Hein. Alan décide de rester avec les dinosaures et de mourir avec eux. Ouais, c'est complètement improbable, mais ça n'a aucun sens. Vu qu'il les déteste. Pourquoi il irait mourir avec eux? Surtout qu'il peut pas les saquer. Quoi. Et le film se serait appelé Jurassic Park Extinction. Et au fait, voilà, ce qui est un titre plutôt sympa, mais ça te dit un peu la fin du film. Quoi. Il y avait des posters de cette version-là qui circulaient à l'époque. On voyait le logo Jurassic Park, mais avec un embryon d'humain dedans, en position fétale. Ah, ça aurait pu faire une espèce de planète des singes, mais avec des dinosaures. C'est-à-dire que ça aurait été clairement un scénar à viser un peu apocalyptique. Ouais, qu'en gros, c'est soit eux ils meurent, soit nous on meurt, ou un truc dans le genre. Ouais. Et c'est là peut-être qu'il y aurait eu une histoire de virus, ouais, tu vois. Ouais. Mais après, je sais pas si tu l'as lu. Enfin, j'ai lu ça, moi, qui avait l'auteur du bouquin The Leftovers, c'est qui a fait la série, Tom Perrotta, qui avait apparemment donné des idées et participé à des premières ébauches de scénario. Et apparemment, il aurait proposé quelque chose un peu dans ce style-là, d'assez crépusculaire. Mais il y a eu plein de scénaristes qui se sont succédés. Il y a même eu Alexander Payne et. Ouais, ça, ils sont venus réécrire. Ouais. Quand même, Alexander Payne, je m'attendais pas à le voir en faisant des recherches parce que c'est le réalisateur de Sideways, de The Descendant et de Nebraska, entre autres, donc des films très indépendants. Et au final, il se retrouve à réécrire ça avec son ami donc Jim Taylor. Parce que David Koepp, en fait, s'est pointé et lui, il a eu l'idée que le film se concentre vraiment que sur l'histoire de l'île et une histoire de sauvetage. Et il a dit, il faut faire ça, quoi. Et donc, ils ont envoyé Alexander Payne pour dire, va écrire ça. Ça m'étonne pas que ce film ne fonctionne pas au final, parce que... De toute façon, ils sont partis en production pour honorer la date de sortie de l'été 2001 sans avoir de scénario fini, en fait. Ils ont lancé le projet en 98 et ils n'avaient pas de scénar jusqu'au tournage. C'est fou, hein. Même au début du tournage, je crois. Hein. Ils avaient juste des bribes de scénario à droite à gauche. Mais il y a Spielberg et donc le réalisateur Johnson qui ont menacé de partir si on finissait pas le scénario, s'il n'y avait pas quelque chose de cohérent, parce que pour eux, c'était pas possible. Ouais, il a dit que c'était un enfer, c'était le pire tournage qu'il a fait de toute sa vie, en gros, Johnston. Spielberg, c'est marrant, c'est que lui, il faisait AI en même temps. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas John Williams, parce que lui aussi, il fait la BO de AI. Et il était à fond concentré là-dessus. Mais il y avait quand même un siège avec le nom de Spielberg qui était là pendant tout le tournage. Et William H. Macy dit, je sais pas si c'était pour nous faire peur ou pour nous encourager. Tu vois, genre, on se demandait toujours s'il allait venir, mais en même temps, le film, c'était tellement un désastre total que s'il venait, c'était pour nous engueuler, quoi, tu vois. mais du coup, c'est vraiment... Au final, il a jamais venu. Hein. Il est jamais venu, Spielberg. Du coup, c'est Kathleen Kennedy qui était vraiment en charge de maintenir la prod et surtout qu'il y ait une équipe plus ou moins construite, notamment avec le production designer, l'équipe de Stan Winston et tout ça, pour faire en sorte que la production se déroule malgré tous les problèmes qui vont s'enchaîner les uns après les autres, en fait. Ouais, elle a essayé de trouver des solutions. Puis il y a aussi Sam Neill, apparemment, qui a essayé de vraiment rebooster les acteurs, d'avoir une certaine unité, de mettre une bonne ambiance sur le tournage, parce que lui, ça lui faisait de la peine de voir ce qui se passait. Il voulait vraiment qu'au final, il y ait quelque chose de divertissant, quelque chose de bien qui en ressorte, en fait. C'est bien, il a mis un peu d'entrain en dehors du film, parce que dans le film, il en met pas beaucoup. Ah bah, il joue son rôle. Je trouve que c'est une des horribles dans ce film, quoi. Il fait un petit sourire de coin pendant tout le film, son protégé est mort, et lui, il est là, petit sourire de coin. En même temps... non, mais pendant tout le film, moi, je soutenais il ne fait qu'une seule expression, et lui, le pire, c'est qu'il a dit « Je reviens parce que je trouve que j'ai mal joué dans le premier film. » Ouais, je sais pas si c'est vrai, cette histoire, mais...
C'est ce qu'il a dit, mais bon, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il a dit ça comme il aurait pu dire. Après, il a fait des trucs cool. Par exemple, il a demandé à ce que la première ce soit dans sa ville natale en Nouvelle-Zélande. Tu vois, c'était dans son contrat. Ah, c'est marrant. Ça, c'est plutôt cool. Non, mais je l'ai trouvé. Là, on vient d'enchaîner un Goldblum qui était à moitié endormi pendant tout le film, un Sam Neill qui vraiment est là, mais ça fait très bizarre. On dirait que c'est une sorte de parodie de lui-même. Bah, c'est pratiquement un méchant dans le 3, en fin de compte. Enfin, je veux dire, il est vraiment glaçant, il est désagréable avec tout le monde. Enfin, après, c'était un peu son fond de commerce aussi dans le premier. Ouais, voilà. Il reprend un peu ça. Bah, il est censé être le gars qui veut vraiment pas être là, qui est là et qui est dégoûté d'être là. Ouais, mais on a eu Goldblum qui était comme ça dans le précédent aussi. Enfin, ce serait bien d'avoir un personnage principal qui soit un peu plus impliqué. Ah bah oui. Bon. Après, je trouve qu'il y a quand même, il a des scènes. Je sais pas, il y a des scènes avec lui qui me font marrer dans ce film. Mais... j'ai été assez... Je l'avais pas revu depuis des années et j'ai été assez choqué. Je fais merde, c'est la première fois que je vois Sam Neill qui a pas l'air de bien jouer, quoi. Je suis pas habitué. D'habitude, je trouve que c'est un très bon acteur. Et moi, là, je trouve qu'il est quand même meilleur que Goldblum dans le 2 où c'est vraiment... le 2, c'est quand même super l'ennui quand il joue. Et même sa relation avec Julianne Moore, ça marche pas du tout. Enfin, c'est... Ah oui, il y a des fois, tu t'endors. Hein. Non, mais je pense que les deux films font l'erreur de réutiliser des personnages dont l'arc est fini dans le premier film. Ouais. Et donc, l'arc d'Alan Grant, c'est... il admire les dinosaures, après il en a peur, et surtout, il a peur des enfants, et à la fin, il les admire. Enfin voilà, c'est un peu ça le délire d'Alan Grant. Malcolm, c'est le mec qui a raison pendant tout le film, et à la fin, il dit bah j'avais raison. Lui, il a pas vraiment d'arc au final. Le problème de réutiliser les personnages du premier film, c'est que vu qu'ils sont plus ou moins dégoûtés et traumatisés de ce qu'ils ont vécu dans le premier film, ils se positionnent désormais comme une sorte de caution morale. C'est-à-dire que Alan Grant, comme Jeff Goldblum dans le deuxième film, il dit ah ben ça lui apprendra à jouer à Dieu. Ah ben je lui avais dit de pas faire ça. Et en fait c'est un personnage qui est tout le temps dans cette posture de jugement et on va dire très négative. Et toute la curiosité, toute la fascination qu'il avait dans le premier film, ben en fait tout ça n'existe plus parce qu'on a un personnage qui est fondamentalement dégoûté. On a l'impression de voir des personnages des vieux films d'Universal, genre le scientifique qui dit Frankenstein, je vous avais dit de pas jouer avec Dieu. Maintenant, vous allez récolter les fruits de votre bêtise. C'est toujours dans cette posture de. Mais tu peux pas en faire le personnage principal. C'est compliqué. Limite, c'est plutôt William H. Macy qui a un arc. Ouais. Qui est peut-être le personnage le plus intéressant parce que c'est un mec visiblement qui était un peu passif dans sa vie d'avant et qui prend les choses en main là. Enfin, c'est triste si c'est lui le personnage le plus intéressant. William H. Macy justement qui a déclaré que quelqu'un devrait se faire tirer dessus pour avoir eu l'idée de lancer un projet à 100 millions sans script. Il a dit qu'il faudrait tirer sur le mec qui a eu cette idée. Il y a eu des grosses rumeurs qui disent que Ian Malcolm devait être dans le film pour un caméo, mais que Goldblum s'est blessé à la jambe juste avant le tournage. Et j'ai pas trouvé trop de sources et tout, mais c'est une info qui revient beaucoup. Ce qui serait fabuleux, ce qui serait fabuleux dans la mesure où Ian Malcolm est un personnage qui se fait que se dégommer la jambe dans les bouquins. La jambe dans le premier. Mais aussi, sur IMDb, apparemment, ils mettent une déclaration de Jeff Goldblum qui dit que non, on l'a pas du tout contacté en fait. Ouais, voilà. Donc ça a été démenti. Ensuite, enfin ça aurait été logique parce qu'il y a ça aurait été les trois personnages principaux de la trilogie qui reviennent, vu qu'il y a aussi Laura Dern qui revient. Mais en même temps, vu ce qu'il a fait dans le film d'avant, ce serait un peu étrange de le faire revenir, quoi. Ouais. Mais ça aurait été un caméo. À ce moment-là, il faut faire revenir John Hammond aussi, qui était encore en vie. Ouais, il était encore en vie. Non, enfin, alors j'ai lu que apparemment, alors c'est dans le film, mais je sais plus le pauvre acteur s'il était mort, mais en tout cas dans le film, apparemment, il meurt au moment où se passent les événements du 3. Ah ok. Ouais. Alors c'est source IMDb. Après, ça tombe bien. Il meurt pas en prison alors qu'il méritait de mourir en prison. John Williams n'est pas de retour. Ça s'entend plus tôt. À la place, on a Don Davis. Tu dois être content. De Matrix, qui n'a rien fait de bien en dehors de Matrix. Ah mais elle est pas top, hein, sa BO là. Non, ouais, moi j'adore la musique de Matrix, il n'y a pas de problème. Ah mais non, mais Matrix, là, c'est par après contre, le Seigneur des Anneaux. Là par contre... Il est un peu là. Enfin, c'est un petit best-of, quoi. C'est un petit menu best-of. Ouais. Bah, c'est à l'image du film, hein, globalement. C'est un peu. C'est une BO assez atmosphérique qui épouse les scènes, en fait. Ouais, mais tu vois, Williams, dans les deux films avant, il avait tenté un truc différent à chaque fois. Donc, tu vois, c'est ça qui était un petit peu dommage de pas essayer de s'en sortir de là, de ça, justement. Et limite, de reprendre un peu plus les thèmes du monde perdu, ça aurait été plus logique. Je trouve. Ouais. Par contre, il fait le thème de Jurassic Park en marche militaire à la toute fin du film. Ah ouais. Ouais. Ah putain, quand il y a les militaires qui débarquent.
Et c'est dommage parce qu'on a le réalisateur qui voulait partir sur un côté vraiment vieux film avec des hommages à King Kong. Et il aurait pu, dans la musique, justement, avoir ce côté très musique d'aventure, très old school aussi. Ça aurait été vachement chouette. Ouais, dans ce cas-là, il aurait fallu prendre Silvestri, mais c'est vrai que Silvestri, lui, il sortait du retour de la momie. Il n'aurait jamais eu le temps de faire les deux. Mais bon. Silvestri, il a fait Captain America en plus. Ouais. Oui. Après, c'est un film. Enfin, je trouve que tout le monde, toutes les personnes, tous les créatifs impliqués sur ce film, les acteurs, les réalisateurs, la musique, ont le même problème, à mon avis, c'est de travailler sur un film qui a pas d'idée centrale, en fait. Non, c'est ça. Qui est un peu une somme de trucs empilés les uns sur les autres, et finalement, tout le monde doit se débrouiller avec ça pour sortir une performance. Autant Joe Johnston que Sam Neill que Don Davis. On reprend des idées qui ont été abandonnées des bouquins et des films précédents, on les met dans celui-là. On se dit, bon, il faut un truc pour attirer les gens, on va faire un plus grand tyrannosaure, enfin, que c'est vraiment que le méchant est plus... C'est le truc à chaque fois. En fait, le film, c'est vraiment, pour le coup, une démonstration technique pour l'équipe de Stan Winston, puisqu'en fait, toutes les scènes sont agencées pour mettre en avant les animatronics de l'équipe de Stan Winston, ou alors les dinosaures numériques de... Là, ils ont construit le plus grand animatronics de tous les temps. Enfin, 7 mètres. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. 7 mètres, 10 tonnes et 1000 chevaux de puissance, le Spinosaure. Il pouvait se déplacer tellement vite et bouger sa tête tellement vite qu'il a décapité le T-Rex. Ouais, j'ai lu ça. C'est drôle. Rexy. Et il y a même des acteurs qui ont été blessés par les animatroniques pendant le tournage, qui se sont fait mordre carrément. Non, je crois que le seul qui s'est vraiment éclaté, c'est Stan Winston, parce qu'il disait qu'il était très très fier de son travail sur le film. Donc, c'est sûr. À juste titre, pour le coup. Ah oui, bien sûr. Il dit que son plan préféré, c'est celui où on voit le Spinosaure attendre. Quand ils se retournent tous et le Spinosaure, il attend comme ça avec ses bras tout musclés. Et il disait, ça fait très prédateur, il attend avant de sauter, un peu comme un chat, etc. Sauf que là, moi, je trouve que ça fait un peu marrant, mais c'est un peu plus ridicule qu'autre chose, quoi. Un budget de 93 millions, c'est 20 millions de plus que le précédent. Et au box-office, ça a fait 370 millions, presque moitié moins que le précédent. Et le plus petit score de la saga. Et c'est le plus mauvais score aussi sur des trucs comme Rotten Tomatoes avec 48%. Faut tenir compte du fait que l'été 2001 était quand même assez complexe, puisqu'on avait vraiment beaucoup de films qui se sont empilés. Quand même, c'était l'été du premier Shrek, qui était vraiment le gros carton de cet été-là. On avait le retour de la momie, autre production Universal qui avait un peu pris le relais, pour le coup, qui avait quand même bien marché, le retour de la momie. Quoi d'autre? On avait le gros gadin de l'été 2001 qui était les Final Fantasy, les créatures de l'esprit, qui était quand même très attendu. Mais c'est vrai, c'était cet été-là. J'avais vu ces deux films-là, je m'en souviens, même Shrek aussi. Tout à fait. Il y avait La Planète des singes de Tim Burton en plein milieu. Et puis, que du lourd. Que du lourd. Était particulier. Et puis, c'est vrai que le film qui s'est avéré être le carton inattendu pour Universal, ça a été le premier Fast and Furious. Et c'est vrai que on était déjà à un troisième opus de franchise qui commençait un peu à pédaler dans la semoule avec des nouveaux concepts. Finalement, c'est Vin Diesel et sa Nitro qui ont gagné. 2001, c'était un peu le revers de la médaille de 99. Tu vois. C'est ça. C'est genre, vous avez bien aimé la fin du siècle précédent. Tu vas voir, là, celui-là, on va te mettre du lourd. Là. Bon, on passe au film. Oui. San Diego, des riches décident d'aller faire un peu de paravoile à côté de l'île la plus dangereuse de l'histoire. Vu qu'il nous fallait une raison pour le film de retourner sur cette île, il se retrouve abandonné. Qu'est-ce que vous pensez de ce début où il y a des sortes de dinos fantômes qui bouffent des gens dans un bateau et on ne sait pas trop d'où ils viennent? Est-ce que ce ne sont pas les ptérodactyles qui se sont infiltrés dans le nuage? Ils n'étaient pas sortis encore. Non, ils n'étaient pas sortis. C'est peut-être des petits... Et c'est des ptéranodons. Ah oui, pardon. Après, moi, ça me fait beaucoup penser à King Kong, le côté, cette île qu'on voit avec le brouillard. Donc, tu penses vraiment à l'île de King Kong. Tu as vraiment ce côté, comme je t'ai dit, film d'aventure. Tu as le côté un peu monde perdu de Conan Doyle aussi. Donc, déjà, il y a une petite vibes, un peu... moi, j'aime bien ce style-là d'histoire, donc je me dis, ça peut être sympa. Par contre, le gars avec le gamin qui paye super cher pour aller voir les dinosaures, il est inconscient. Donc là, je me dis, si c'est son père, mauvais parent, tu vois, quand tu découvres le film. Parce qu'autant dans le film précédent, ils savaient pas qu'il y avait des dinosaures. Ils sont juste venus aller sur la plage tranquillement, ils sont pas venus pour chercher les dinosaures, alors que là, c'est vraiment... Mais ça n'a aucun sens, en fait. Quand tu y penses 2 secondes et demie, tu te dis, mais... Puisque, je sais pas, tout le monde pourquoi il y a encore une île avec des dinosaures en fait? Oui, c'est vrai. Déjà, je veux dire, de base. Non, il dit à la fin de John Hammond, il faut les laisser tranquilles, il faut les laisser vivre. Ouais, mais
on n'imagine pas dans la vraie vie une seule seconde que ça pourrait se passer comme ça, quoi. Qu'il y ait une île avec des dinosaures et tout le monde fait ah oui, tiens, l'île des dinosaures, on devrait aller faire du paravol au-dessus. Surtout que c'est marqué access restricted. Au début du film, ça commence accès interdit. Mais bon, les gens, quand ils voient que c'est interdit, ils vont quand même. Oui, et puis même, c'est un peu comme de l'urbex, mais avec des dinosaures, quoi. Mais en fait, le mec, c'est le petit ami de la maman du gamin. C'est son nouveau beau-père. Il est sympa comme ça. C'est une bonne intention, mais quand même, ça peut être dangereux. Il se retrouve bouffé sur un arbre au final. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument se détacher du navire, parce que le bateau, il va se planter sur un récif, mais il va pas exploser. Il serait resté coincé et il serait descendu au bout d'un moment. Ah, d'accord. Ça les aurait abaissés au lieu de les. Voilà, il serait tombé dans l'eau. Ouais. Il se serait fait manger peut-être. Donc... Après, d'un point de vue réel, je trouve que la scène est efficace. Ouais, c'est bien foutu. Mais c'est juste. Moi, je l'ai vécu un peu ce film comme une petite. Presque une excuse par rapport au sort des gamins du début du 2, quoi. Genre. Cette fois, les gamins s'en sortent. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que la petite se fait bouffer dans le premier. J'aime bien ce qu'ils disent dans Le Monde Perdu. Elle a survécu, alors que. Elle va bien. Quand tu vois qu'il y a quand même 20 bestioles qui lui sautent dessus, j'aimerais bien voir à quoi elle ressemble. Quoi, c'était pour le roman. Dans le roman, elle s'est bouffée par contre. C'est plus hardcore dans le roman. Mais je veux dire, il y a ce côté un peu aussi déjà qui annonce ce qui va se passer en Jurassic World. Le côté un peu, on a ce côté, on a besoin de sensations. On est dans un monde où les gens ils veulent toujours plus, ils veulent se faire peur et tout ça. Et on a un peu ça qui commence à se créer dans ce film-là, puisque ça devient une attraction de voler et d'essayer de voir ces dinosaures, de braver l'interdit. Et c'est des choses qu'on va retrouver après avec Jurassic World, où on carrément exploiter tous ces dinosaures, essayer de créer des choses encore plus effrayantes pour attirer le public. Et c'est comme ça qu'on a l'espèce de dinosaure qu'on a dans ce film-là. J'arrive jamais à retenir son nom. C'est quoi l'Insidious Rex. Dans l'autre. Je le renomme tout le temps, ce dinosaure. Indominus Rex. Non, mais je vous jure, je le renomme tout le temps, ce truc. Je trouve que, au final, Jurassic World, même malgré tous ses défauts, fait une meilleure analyse de ça. Ah oui. C'est plus le sujet du film. Oui, alors que là, c'est plus une petite scène au début, histoire de dire... il faut une excuse pour retourner sur l'île, on retourne sur l'île. C'est un prétexte. C'est totalement ça. Oui. Alan Grant et Ellie Sattler sont de retour, sauf que maintenant, Ellie est une maman et Alan est exactement le même personnage qu'au début du premier film. On sentait que peut-être ils allaient avoir des enfants ensemble, ils étaient prêts à avoir une famille, et lui, non, en fait, ça reste un célibataire. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont déçus par rapport à ça. Moi, j'étais triste parce que déjà, comment tu peux laisser partir Laura Dern, elle est magnifique. Mais j'étais triste parce que je me suis dit, mince, ils allaient bien ensemble et tout. Puis de voir qu'au final, ça n'a pas tenu. Tu te dis, Lille, elle a vraiment fait des ravages sur tout le monde. Ils ont pas genre 15 ans d'écart, au fait 20, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a un effet un peu trompe-l'œil quand on les voit parce qu'on pourrait penser à première vue que ce sont leurs enfants à tous les deux. Et en fait, on a l'impression que Joe Johnston dit « Ah non, ils sont plus ensemble ». Ça, pour le coup, je trouve que c'est vachement bien foutu. C'est bien fait. Ouais. Ça c'est habile, je trouve. Pareil, Moi, je trouve que le début du film se tient bien. Enfin, hormis ce truc complètement vrai, pourquoi il y a encore cette île, pourquoi vous y retournez. Mais bref. Mais la mise en place de Laura Dern qui est dans sa vie et on croit que Sam Neill est dedans et en fait non. Une petite utilisation de Laura Dern, on va pas se mentir quand même. Oui. En fait, je crois qu'elle était pas c'est un peu genre, vous vous rappelez de la badass du premier film, maintenant c'est une maman, voilà, et elle ira pas dans le film, elle va rien faire dans le film à part la fin. Je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Mais justement, la fin a été rajoutée au chausse-pied pour lui donner un peu plus de consistance. Sinon, elle aurait pas fait le film, je crois. Ça. Elle était pas sûre de le faire et elle voulait le faire à condition que Spielberg lui dise vas-y. Donc c'était un peu ça le truc. Elle voulait pas le faire sans que Spielberg soit au courant et lui a dit pas de problème, vas-y. Mais il y a une transition assez habile aussi, je trouve, avec un dinosaure jouet au début du film que je trouve assez cool, quoi. Le brachiosaure jouet, oui. Ils aiment bien faire ça, c'est un peu comme Goldblum qui baille dans le film précédent. Oui, toujours une petite transition comme ça. Alan pense que les raptors peuvent se parler entre eux et qu'ils étaient plus intelligents que les singes et que si les raptors avaient survécu, ils seraient sûrement les humains aujourd'hui. Ok. S'il veut, on peut l'embêter. J'ai fait quelques petites recherches. J'ai pas l'impression que les paléontologues aient des théories là-dessus. D'où la planète des raptors à suivre après Jurassic World. La planète des raptors, c'est en mode planète des singes. Non, il doit y avoir un truc comme ça ou dans le multivers, il doit y avoir une. Qui mettent les humains en esclavage. Bon, vous étiez content de voir Alan revenir quand même en dehors de tout ça? Quand on est ado, on est content de le revoir. Moi, à l'époque, je me disais, c'est trop bien, il revient. Après, même à l'époque, j'avais quand même
espèce de discernement où je pouvais comprendre que c'était même plus le même personnage ou qu'il retournait finalement au stade où il en était dans le premier film, et je me suis dit oh là là, vraiment il revient en mode où il était avant. En fait, il n'a pas évolué depuis le premier film, et en fin de compte il va juste servir de pseudo guide pour les autres persos, et c'est un peu ça qui est un peu dommage. Mais... Et là, il fait vraiment Indiana Jones Wish, quoi. Ah bah, il y a carrément des plans qui sont pris d'Indiana Jones 2. Donc, c'est même... C'est même un peu too much, là. C'est même presque une parodie, quoi. Ouais. Bah, à la fin, il remet son chapeau. Ouais, il lui dit, j'ai retrouvé ton chapeau et tout. Enfin, comme si c'était vraiment le chapeau d'Indiana Jones, quoi. Quand il s'endort dans l'avion aussi, t'as vraiment le temps. Mais il met toujours des chemises bleues. La meilleure scène du film, quand même. Laquelle? Bah, le cauchemar dans l'avion. Ah oui. Et le cauchemar, ça aussi, c'est ce qui me plaît dans le film. Je le mettrais dans les bonnes choses. C'est toute cette imagerie autour du cauchemar où vraiment les dinosaures, pour Alan, sont montrés comme des croque-mitaines, comme des monstres. Et j'aime vraiment ça. Ça, c'est une très très bonne idée, encore une fois. Ça va bien dans ce côté, justement. Bah, là, j'ai pensé, tu vois, au film des monstres universels, tu vois, ou de la Hammer, ce côté vraiment danger. Et je trouvais ça chouette. Mais alors après... J'aimerais bien voir un film où un mec rêve et il y a Bela Lugosi dans son rêve qui lui fait « Alan 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 !» Eh ben, s'il est fan, voilà. Mais moi, alors, je veux bien. Pour le coup, moi, je suis totalement en phase avec ce que dit Faye. Je voulais le garder pour plus tard. Mais c'est sur le Raptor qui est vraiment super intéressant, parce qu'au début, c'est un personnage... Enfin, c'est un animal qui est censé faire peur au début, qui petit à petit mute en personnage d'action dans le monde perdu pour devenir finalement un personnage qui s'humanise presque dans le 3, où on va commencer à lui attribuer des choses, le langage, il veut sauver son œuf, etc. Et tout ça, ça va vraiment mener à Blue dans Jurassic World, qui va être la fière idée de Jurassic World. Le Vélociraptor gentil. Et finalement, dans le prochain, finalement, il faut sauver le bébé de Blue. Ouais. Ça va être ça le délire. Et ça fait partie vraiment, je trouve, du cycle du monstre de cinéma qui fait toujours peur au début, et petit à petit, bah, on l'accepte, on le tolère, on l'apprivoise. Comme Godzilla, quoi. Ouais, mais comme Godzilla, tout à fait, comme le monstre de Frankenstein dans le cycle de la Universal des années 30-40, ou même comme certains tueurs de slasher qui deviennent de plus en plus rigolos dans leur modus operandi au fur et à mesure des films. Et c'est presque un cycle naturel, c'est-à-dire que le Raptor passe d'animal terrifiant à personnage qui vient dans nos vies, en fait. Moi, je trouve que c'est un peu... Mais... Dans le 3, c'est mal fait. Dans le 4, la raison, c'est un peu complètement con. On va transformer les raptors en armes. Je trouve que ça ne fonctionnera jamais, l'idée. Mais après, c'est vrai qu'il faut leur donner de la personnalité pour que ce soit pas juste le grand méchant dinosaure. Comme là, avec le Spinosaure, tu vois, ça aurait été que le Spinosaure pendant tout le film sans les raptors. Ça aurait été quand même un peu relou. Les raptors, là, ils sont en gang, tu vois, c'est limite ceux de Fanarky, ils arrivent tous. Ah ouais, toujours les raptors, hein, de toute façon, c'est un peu le truc, quoi. C'est des punks. Ouais. Il y a aucune tension vis-à-vis du retour d'Alan, je trouve. Il y va sans problème, quoi. On sort un chéquier et c'est parti. Et je sais que la paléontologue qui était là la dernière fois, moi, si on sort un chéquier, j'y vais. Mais après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, il n'a pas vraiment... Alors, il devait que faire le tour de l'île en avion. C'est vrai. Ouais. Ouais, non, mais franchement, ça se voit direct qu'ils sont mythos les deux en face. Enfin, je comprends pas qu'il les ait crus, quoi. C'est tellement rien qu'à voir la position de leur corps, la façon dont ils parlent et tout. Ça se voit. Je suis pas paléontologue, mais moi direct, j'ai compris qu'il. Mais justement, Alan n'est pas paléontologue. Il comprend rien aux humains. Que les dinosaures. Et lui, il est passé de naturaliste à capitaliste. Et il y a la chanson de Randy Newman derrière, oui, qui dit il lie, ou quand il accepte le chèque. Mais il y a un truc qui est plus ou moins subtil, c'est qu'en fait, il aurait dû griller dès le début. Ces gens-là, ils n'ont pas forcément d'argent parce qu'ils auraient dû l'inviter dans un super restaurant ou un truc comme ça. Non. Ils sont dans le Montana. Hein. Dans le bar du coin. Ouais, mais ils auraient pu dire on vient vous chercher en hélico, on vous amène dans un gastro, quoi. Un truc un peu sympa. Donc Alan est accompagné de Billy, le Robin de son Batman, qui aime draguer les filles en touchant des os. Il lui donne une flûtine magique qui fait le bruit d'un raptor. Une chambre de décompression. De résonance, pardon. Ouais, une flûtine, ouais, c'est ça. Et on fait la rencontre du couple de soi-disant riches qui veulent embarquer Grant à Isla Sorna et qui arrivent en sortant le chéquier. On prend pas le temps d'établir quoi que ce soit, c'est direct, allez hop, on va... Je disais, il fallait 1 heure, on voyait les dinos avant, mais il fallait 1 heure avant qu'il y ait une grosse scène d'action dans le film précédent.
Dans le film d'avant, il fallait aussi longtemps, 1 heure aussi avant que le T-Rex arrive, si je me trompe pas, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Ouais, mais il y avait un build-up qui était. Et là, voilà. Et là, c'est au bout de 20 minutes. On est déjà retour sur l'île et le Spinosaure il attaque, mais genre presque direct. Quoi. On est pressé dans ce film. Mais vraiment quoi, mais c'est ça, dès qu'il y a des moments un peu calmes où les persos vont commencer à discuter, t'as l'impression d'entendre quelqu'un dire allez hop, balance un dino, là ça va pas. Parce que pas d'idée une fois de plus quoi. Pas d'idée de trucs à raconter donc. C'est fou, t'as quand même pas de scénar. Imagine, on vient de voir, on te dit on peut faire tous les dinos que tu veux. Et c'est ça que tu fais avec. Enfin, je sais pas. Il y a quand même des idées à faire plus intéressantes. C'est dommage parce que tout ce qui est scène d'action, tout ce qui est scène dino, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est très sympa et tout. Mais alors, dès que les persos parlent, ça plombe tout. La scène de l'avion, l'avion qui se crache, c'est un des crashs les plus longs de l'histoire du cinéma parce que l'avion, il se fait bien démolir une fois qu'il est au sol par le Spinosaure. Ouais, franchement, il crache autant que la voiture dans le premier, un peu, où il est coincé dans l'arbre, etc. Il y a un peu toute cette scène-là. Donc Alan rêve d'un raptor qui parle. Alan. Et en gros, je crois que c'est la scène, à chaque fois que j'ai fait des recherches, pour beaucoup de gens, c'est la scène où la série, la saga est morte, en fait. Quoi. Alors que c'est un quart de seconde. Hein. Oui, c'est un cauchemar. Vraiment, je me suis rendu compte que c'était vraiment très très rapide. Dans mes souvenirs, c'était un peu plus long. Mais c'est vraiment Alan, et hop, il se réveille. Quoi. Ça dure vraiment littéralement 5 secondes. Non, il n'y a pas à moins qu'il y ait une scène coupée quelque part où il y a un long monologue du Raptor. Mais on dirait qu'elle sort d'un autre film parce que quand je regarde Jurassic Park, je m'imagine pas, on va voir le rêve des personnages. Tu vois. Enfin, j'ai pas ce sentiment. Je pense que c'était plus pour illustrer sa peur. C'est-à-dire, voilà, il sent qu'il approche, donc il y a cette peur. Et cette peur est symbolisée par le Raptor. Donc, ils utilisent le rêve. Et puis, paf, comme par hasard, ça annonce le fait qu'ils vont se cracher. Donc, c'est limite comme s'il avait eu le pressentiment que ça allait mal tourner. Après, moi, franchement, je suis sortie de ce film, je me suis pas dit la saga est morte. Je me suis dit bon, c'est moins bien que les autres, mais c'était quand même encore sympathique. Alors que, par exemple, quand j'ai vu le dernier, la Fallen Kingdom, je me suis dit oh là là, il y a un problème entre la réalisation, le script. Et là, je me suis dit effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait à mes dinosaures chéris, tu vois. Alors que sur le 3, non, je trouve que ça reste quand même un peu, tu vois, comme quand tu fais une attraction, quoi. Tu t'amuses, tu passes un bon moment, et puis après, tu passes à autre chose. En fait, je comprends tout à fait le côté. Il faut qu'on analyse le stress post-traumatique d'Alan. Au contraire, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées à faire avec ça. Mais c'est pas assez exploité, en fait. Qu'en plus, là, c'est la première fois où tu vois le Raptor à crête. Oui, Alan, il a jamais vu le Raptor à crête, donc c'est assez étonnant qu'il rêve de ça. Mais en plus, nous, c'est la première fois qu'on le voit, et tu dis pourquoi il y a un Raptor punk qui gueule sur Alan Grant. Et en fait, je peux comprendre pourquoi les gens ont trouvé que c'était un peu choquant, parce que c'est pas le genre de choses que tu peux imaginer dans un film Jurassic Park. Mais en fait, il y a 2 choses qui ont vraiment choqué les gens. C'est parce que c'est des trucs sur les fans. Moi, je parle des fans. Là. Il y a cette scène et la scène où le T-Rex se fait tuer par le Spinosaure. Mais ça, c'est bien, c'est de la déconstruction. Ouais, en fait, on aime la déconstruction. Ils ont dit, c'est honteux de tuer, de tuer le logo. Le logo, quoi, exactement. Mais c'est comme, pour le remplacer par un autre logo. C'est les mêmes qui sont pas contents quand Luke Skywalker a balancé le sabre derrière lui. Après, les gens, ils pinaillent pour tout. Le cauchemar du Raptor, pour moi, je l'ai toujours pris personnellement comme un trait d'humour. Oui, complètement. Voilà, histoire de. C'est juste que je peux comprendre qu'on ne l'imagine pas dans les Spielberg. Mais Spielberg a fait la scène de gymnastique. Oui. Voilà. Oui. Et je pense que ça, c'est pire pour moi. Ouais, pour moi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Pour moi, c'était la scène la plus ridicule de la saga, je pense. Mais je me rappelle, en salle, la salle avait rigolé en mode mais c'est quoi ce truc, quoi. C'est. J'ai une petite question pour vous. En fait, peut-être j'ai manqué d'attention, c'est possible, mais c'est qui les 2 mecs au début qui éclatent un avion avec un fusil là ? C'est les 2 mecs qui sont embarqués. C'est un peu ceux qui proposent de faire le tour et d'aller sauver le gamin, des sortes de mercenaires en fait, des gars un peu comme ça. Ouais. Un trio. Oui, c'est ça. Le truc. Il y en a un. Attends, c'est celui qui finit mal qui part avec eux, c'est ça ? Non. Non, il y en a un. C'était le patron du gars dans la série The Sentinel. Et lui, il meurt rapidement. Oui, c'est Bruce A. Young. Je les ai même pas calculés en fait, tellement ils disparaissent vite et ils servent à rien. Mais c'est juste de la chair à battre. Hein. On a Michael Jeter, donc, qui est le monsieur Yudeski avec sa moustache. Et le troisième, qui est le premier à mourir, c'est John Dale, qui jouait le rôle de Zito dans Miami Vice. D'accord. En fait, je les ai oubliés entre le début et la fin du film. Oui, non, mais totalement. Il y a un truc qui me choque dans la réalisation, personnellement, c'est que déjà, il y a un côté téléfilm. Surtout dans des plans comme
Le plan où Alan se fait assommer. Je suis désolé, mais le plan où on est dans le point de vue d'Alan et qui tombe. Ça, c'est Agence Touriste. C'est moche, mais c'est moche, mais à un point. C'est Barracuda. Il y a la même chose. Il y a la même chose à un autre moment. Je sais plus où il va pour frapper. William H. Macy, où il y a un truc avec. Je sais plus. On voit le point de vue encore une nouvelle fois. Et puis même combien de fois on va avoir Travelling avant sur la gueule de Sam Neill qui fait un petit sourire de coin. Et le film ne fait que ça. C'est que ça. Moi j'aime bien les POV shots dans les fougères et tout ça. Moi j'aime bien. On n'a jamais vu ça ailleurs. On verra pas ça après en fait. Mais je sais pas si vous le sentez. C'est quelque chose que j'ai lu aussi sur la production, c'est que vraiment au montage, il y aurait eu beaucoup de scènes qui ont été coupées et je trouve que des fois dans le film, on a l'impression qu'il y a des trous des fois. Enfin, il y a des choses. Je me dis qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé un truc. Enfin, c'est vraiment bizarre en fait par moment au niveau de l'action. Mais après, je suis d'accord sur la photo aussi. Parfois, effectivement, ça rend vraiment pas terrible, surtout dans les scènes où c'est des dialogues entre les persos. Pour le coup, le chef-op, c'est Shelley Johnson, qui avait fait surtout des petites productions et beaucoup de télé. Et en fait, c'était son premier film à gros budget. Et après ça, il va devenir le chef-op attitré de Joe Johnston. Et après, bon, c'est vrai que quand on voit les photos de Wolfman ou de Captain America, on peut dire que le mec, c'est pas pareil. Mais là, il faisait ses armes, quoi. Voilà. Ouais, mais je trouve que quand même, moi, dans le 3, on a une identité visuelle encore très différente des deux premiers. Enfin, à chaque fois, c'est une identité visuelle différente. Mais moi, j'aime bien le côté un peu artificiel de la photo du 3, qui met bien en avant la végétation qui est très verte, qui est presque phosphorescente par moment. Et surtout, il baigne les studios dans des espèces de douches lumineuses, notamment quand les personnages marchent dans la forêt. Et je trouve ça plutôt sympa, moi. Je trouve qu'il y a des belles choses en termes d'éclairage par moment. Après, c'est peut-être aussi le rendu des décors qui est peut-être un peu plus dépouillé par rapport aux deux premiers films. On a moins de plans en extérieur par rapport même les plans dans la forêt, ils ont été souvent faits essentiellement avec des faux arbres, etc. Ouais. Mais surtout, le truc qui choque le plus quand on enchaîne les deux films, c'est à quel point c'est pas la même île, quoi. C'est pas la même végétation du tout. Il y en a une qui a été tournée en Californie et l'autre qui a été tournée à Hawaï. Enfin, tu vois c'est censé être la même île et il y en a une, c'est vraiment tropical et l'autre, c'est la savane à moitié, quoi, quand tu regardes. Tu passes si tu vois le 3, moi je sais pas pourquoi, je me suis mise à penser à Predator. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont voulu essayer de faire un truc à la Predator avec justement ce côté plein de végétation, on voit pas notre ennemi, hop, ils arrivent comme ça d'un coup les dinosaures, et j'ai vraiment pensé à ça. Mais il y a des fois ça va fonctionner et il y a des fois tu te dis bon, c'est un peu la spécialité de Jurassic Park, le truc il est énorme, tu le vois pas devant toi. Il y a un souci. Mais c'est vrai que parfois il y a des plans qui sont quand même intéressants où ça apporte une petite tension sur les persos. Et il y a encore une fois, moi j'y reviens, mais c'est vraiment un truc qui me marque dans le film, c'est vraiment les hommages à King Kong, le combat entre les deux dinosaures. Ça rappelle fortement ces scènes de King Kong où tu as vraiment tout un travail sur la photo, sur la façon dont les personnages vont bouger, qui donne un côté vieil effet spécial. Je sais que le réalisateur, il voulait aussi rendre hommage à Ray Harryhausen, et parfois ça va se sentir dans la façon dont il va filmer les dinosaures. Donc je pense qu'il a dû en parler avec Stan Winston, mais tu as vraiment ce côté entre modernité et clin d'œil à plein d'artisans, de réalisateurs. Il y a beaucoup de clins d'œil Spielberg aussi, et c'est vraiment comme un best-of le film en fait, et donc c'est pas homogène au final. Mais c'est vrai que dans Le Monde Perdu, c'était la forêt de séquoia, et là tu reviens au palmier, donc c'est vrai qu'on a la continuité est hallucinante. Mais c'est encore une fois, c'est intéressant parce que ça te montre comment, quand tu changes de production designer, finalement tu changes d'univers et tu réinventes le même lieu qui peut changer d'un film à l'autre. Je pense à la Gotham City de Nolan. Je crois que même les plans dans le début, ils ont utilisé plusieurs îles différentes, etc. Enfin, c'est même pas la même île qu'on voit à chaque fois. Ouais, c'est une juxtaposition d'îles en effet, mais pour encore une fois pour rejoindre Faye, je trouve qu'on retrouve outre King Kong cette artificialité des films de dinosaures des années 50, justement dans les décors, notamment un film qui s'appelle L'Oasis des tempêtes, qui est vraiment pour le coup pour moi un ancêtre de Jurassic Park 3, c'est-à-dire que c'est des gens, ils vont sur vraiment un continent isolé, et du coup ils sont véritablement sur une oasis géante construite en studio, et je trouve que c'est assez intéressant de revenir vers cet imaginaire-là, et surtout c'est très pratique pour l'équipe de Stan Winston de manipuler des animatronics dans un environnement bien contrôlé, bien conditionné, parce qu'en extérieur c'est juste pas possible en fait.
J'aimais bien justement, c'est ce qui m'avait plu à l'époque, revenir à une atmosphère très stylisée, un peu irréelle, alors fake par moment, et des fois ça se voit un petit peu dans le film, surtout des fois quand tu filmes les animatroniques qui sont en plein jour, ça, tu vois le côté un peu mécanique, un peu sécadé, mais je trouve que ça donne au film une vraie texture en fait. Je trouve que d'un point de vue technique comme ça, animatronique, etc., CGI, ça a encore très bien vieilli. Je suis sûr qu'on peut prendre pas mal de films de 2001 qui ont largement moins bien vieilli que celui-là. Le retour de la momie. Ouais, par exemple. Il n'y a pas eu le roi Scorpion pas longtemps après ou un truc comme ça. Tu vois, voilà, un an ou deux plus tard, il y a eu le roi Scorpion. Mais par contre, je trouve que il y a un film qui fait largement mieux hommage à King Kong qui va sortir quelques années plus tard, et c'est King Kong. Mais c'est vrai que dans King Kong de Jackson, il y a ce que disait la paléontologue lors du premier épisode, c'est les dinosaures qui ont directement les dents encastrées dans la mâchoire, et pas dans les babines. Ah, ils ont des lèvres, quoi. Ouais. C'est ça, comme les raptors, quoi. Voilà. Enfin, non, je le trouve moche, le film, quoi. C'est pas grave. Non, mais ça m'embête. Imagine si le film est en fait un rêve de Grant, et donc tout ce film est un cauchemar qu'il est en train de vivre. Mais... Et là, tu comprends pourquoi il a cette apparence. Voulez-vous demander à votre femme de ne plus faire ce bruit? C'est vraiment une très très mauvaise idée. Amanda! Amanda, chérie, le professeur Grant dit que c'est une mauvaise idée. Quoi? Il dit que c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Qu'est-ce que c'est? C'est un tyrannosaure. Je ne crois pas. Ça a l'air plus grand. Donc ils seront attaqués par un spinosaure, parce qu'on est qu'au début du film. Ils seront attaqués par un spinosaure, le grand méchant du film, qui détruit leur avion. Est-ce que vous aimez ce dino? En gros, il faut savoir un truc. Depuis, on a appris que le spinosaure avait des pieds palmés. Il passait sa vie dans l'eau et marchait à 4 pattes quand il sortait de l'eau. C'est un canard mutant, en fait. C'est plus une sorte de gros crocodile, quoi. Ouais. Est-ce que vous l'aimez bien, ce spinosaure qui est tout fin, qui a une dégaine assez différente du T-Rex? Bah ouais, c'est un peu un Eva, en fait. Un Eva de Jurassic Park, quoi. Un Eva de Evangelion. Ah ok, ouais, non. Là, on parle cinéma. Là, attention. Pas de provocation. Oui, il est... Non, mais la scène son apparition avec l'avion est quand même hyper efficace. Enfin, je veux dire, là-dessus... Moi, je trouve que ça marche hyper bien, la scène de l'attaque de l'avion, même si je comprends pas comment ils font pour survivre à une chute dans un avion de, je sais plus, 30 mètres de haut, un truc comme ça. Oh, même pas 10 mètres, non, c'est pas aussi... Ouais. Il y a beaucoup de personnages qui survivent dans le film alors qu'il n'y a aucune raison. Oui, dont un en particulier. Mais voilà, bon, après, je comprends que ça a pu... Je comprends que la confrontation avec le T-Rex ait pu décevoir les fans de par son issue, mais je trouve qu'il est intéressant. Après, qu'il soit pas vraiment réaliste. Non, on ne savait pas encore à l'époque. On n'était pas encore sûr de ce qui. On n'avait pas beaucoup d'os en fait de spinosaures, si je me rappelle bien à cette époque-là. Donc c'était plus. Par contre, on a appris entre-temps que les raptors avaient des plumes sur la tête. On le savait déjà. Ça. Bah, je crois qu'on le savait pas dans le premier. Non, là, dans le 3, on commençait déjà à le savoir qu'ils avaient au moins des proto-plumes. D'où les plumes sur la tête. Mais non, ça va, je valide le spinosaure. Oui, il est sympa. Et puis, si on avait encore le T-Rex en gros méchant, les gens ils auraient dit « Ah, c'est encore le T-Rex ». Donc là, ils imposent autre chose. Et pour l'imposer, il faut tuer le T-Rex. Comme ça, les gens ils vont se dire « Ouh là là, il est encore plus dangereux ». Et ça va très bien avec le physique, donc ça fonctionne bien, moi, je trouve. Moi, je trouve que c'est là qu'on commence à rentrer dans le dinosaure et le méchant du film. Moi, je l'aime bien justement parce qu'il a vraiment un sale caractère. Il veut sa proie, il veut la choper. Mais après, ça va être le truc dans les 2 films d'après. Ça va être encore une fois, il y a le grand méchant du film, c'est le dinosaure. Et donc, ça fait que à chaque fois que je regarde les 3 derniers films, là, je me dis putain, mais ça devrait pas être ça le thème du film en fait. Ça devrait. Encore là, ça fonctionne. C'est un film d'1h30. Ok, tu te dis bon, le méchant c'est le grand dinosaure. Ok, ça fonctionne. Mais enfin, quand je regarde le premier Jurassic Park, je me dis pas. Même le deuxième, les T-Rex sont des victimes au final qui se retrouvent embarqués à San Diego. Enfin, et je trouve que là, on rentre dans un grand méchant dino. Donc c'est bien qu'ils le fassent une fois. C'est intéressant de le faire une fois. Tu vois, comme Godzilla est méchant au début et voilà. Mais
Mais de le refaire encore dans les Worlds, au bout d'un moment, c'est... Dans le contexte de l'époque, on était déjà au 3e film en 8 ans, je pense qu'il y avait vraiment une nécessité de renouveler les dinosaures qu'on voyait à l'écran. C'est vrai que par exemple les ptéranodons, à un moment donné, il fallait vraiment qu'on les voit, parce que ça faisait un moment qu'on les attendait, même dans Le Monde Perdu, moi je les attendais. Et c'est vrai qu'il fallait un peu, entre guillemets, péter un peu le moule, et pas juste la nuque du T-Rex, pour qu'on voit aussi d'autres créatures, parce que c'est vrai que il fallait que la franchise avance, il fallait qu'on voit d'autres créatures, il fallait renouveler un peu le danger. On n'était pas encore sur le facteur nostalgie qui fait que maintenant on doit revoir les figurines. Et là ils vont le faire avec le Gigatonosaure là, ou je sais plus trop quoi. C'est ça le grand méchant du prochain Jurassic World, c'est le T-Rex en plus grand. Apparemment, ce que j'avais lu pour le 3, ils voulaient utiliser... C'est le Giga, ouais, non, c'est vrai. Bah, visiblement. Pour le 3, ils voulaient utiliser, je crois, le Carnotaur, mais on le voit vite fait d'ailleurs lors d'une scène. Cornes, là. Ouais. Il est mignon lui. Mais en fait, moi j'ai une théorie, je pense qu'ils l'ont pas utilisé parce qu'il y a le film de Disney qui venait de sortir à l'époque, le film d'animation dinosaure où les méchants étaient les Carnotaurs, donc du coup il fallait quand même revenir à... Ce film que personne n'a vu. Ouais. Donc les persos sont une nouvelle fois pas vraiment attachants. C'est un peu comme dans le 2, quoi, où c'est pas vraiment... c'est plus là pour... ils sont là pour dire qu'il y a des humains et pour avoir une raison de venir sur l'île. C'est plus ça, en fait, qui est le couple avec Alan Grant et son bras droit. Parce que Billy, l'acteur qui a joué Billy, il a dit: j'ai jamais eu un film où je n'avais aucune idée de ce que le film, de ce que mon personnage représentait, son arc, etc. Il a jamais vu ça, quoi. Le mec qui joue Billy, d'ailleurs, qui est excellent dans le film des Sopranos, Many Saints of Newark, pour les gens qui ne l'ont pas vu. Alessandro Nivola. Ouais. Bon, il m'a prouvé dernièrement que c'est un excellent acteur. Et c'est en voyant Jurassic Park que je fais putain, c'est lui, quoi. Excellent comédien. Ouais, très bon acteur. Bah, il a rien joué là, quand même, il faut le dire. Le couple qui est en fait pas riche et qui se rapproche petit à petit pendant tout le film et tout. Enfin, pour moi, ça fait très années 90. Tu sais, le couple d'anciens divorcés qui se remettent ensemble, ça revenait souvent dans les rom-coms et les trucs comme ça, non hein. J'ai l'impression que c'est un truc qui revenait souvent. Et puis, il y a des moments, ils trouvent le cadavre du beau-père, ils en ont rien à foutre. Billy se fait bouffer, ils en ont rien à foutre. Elle fait une sacrée crise de nerfs. Ouais, parce qu'elle a peur elle dit je m'en fous de lui, c'est pour mon fils que je crie. Elle le dit elle-même. Ouais, mais elle fait une crise de panique quand même. Et c'est vrai, elle le dit à un moment. Ah oui, non mais Ben, je crois que ça s'appelle. Non mais Ben, je m'en fous de Ben, je veux mon fils. Ouais, c'est ça. C'est décomposé très vite d'ailleurs, Ben. 8 semaines quand même. 8 semaines. 8 semaines. Il s'est fait becter aussi. Hein. Ouais, c'est becter. Il s'est fait becter. À mon avis, les petits compis, ils ont dû monter sur l'arbre ou un truc comme ça. Bah ouais, mais non, parce que si les autres ils sont dans la volière, et tout. Non, tu crois que c'est les les petits compis. Ouais. Oui, on est obligé de faire du théorie-crafting pour savoir pourquoi Ben s'est décomposé. Ils se mettent tous les uns sur les autres. Allez, chacun son tour. Je prends. Et comment Ben a fait pour pas réussir à descendre? Puis qui se fait manger très rapidement. Mais en plus, c'est pas logique avec parce qu'à un moment, il y a un côté un peu fond de footage puisqu'il trouve la caméra. Alors là, déjà, j'ai pas compris, avec une pile, il arrive à la faire marcher. Bon, je suis pas avec une pile de. oui, avec une pile normale, il fait c'est bon, je m'en occupe, on le voit partir et il revient avec. Voilà. Et le truc est super rechargé. Bon, mais il regarde la vidéo et t'as l'impression qu'ils ont atterri tous les deux, puisque le petit il chope la caméra, il dit c'est génial, il tourne encore et tout. Et et qu'il soit suspendu, je trouve que c'est pas logique. Je me suis dit mais non, ça va pas avec la caméra. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Peut-être que le gamin a dit attends, je reviens, je vais t'aider. Il est jamais revenu. L'autre il a attendu sur ça. Ah oui, c'est ça, il se fait attaquer pendant que le gamin se barre avec la caméra, c'est ça, non? Peut-être. Non, il dit j'éteins la caméra, il la laisse par terre. Ah oui, on sait pas ce qui se passe. Ça se trouve, le gamin, il s'en est servi comme bouclier humain et il s'est barré parce qu'on a vu qu'il se débrouille bien. Ça se trouve, c'est le gamin qui l'a bouffé. Il l'a tué. Voilà, il fallait bien se nourrir. Hein. Parce que comment il s'est nourri pendant 8 semaines dans la jungle, on sait pas. Il a dit qu'il avait trouvé des boîtes de conserve et tout ça. Là. Il y a des sneakers encore. Où était l'ouvre-boîte? Mais il y a un truc avec les beaux-pères aussi dans ces films-là, hein, comme dans 2012 de Roland Emmerich, où finalement le beau-père on le laisse mourir à la fin, genre c'est pas grave. Du moment que la famille de base se réunit, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas faux. Mais il y a des moments assez cruels dans les Jurassic World. C'est comme l'assistante dans Jurassic World qui se fait bouffer comme une merde alors qu'elle a rien fait d'autre que d'être juste parce qu'elle était au téléphone. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment, quoi. Elle s'est tuée. Mais c'est vrai. Et dans le film d'avant, il y avait le pauvre machin, là, je sais plus. Eddie. Petite référence à Venom, bien sûr. En fait, tous les personnages doublés par Philippe Pétieux se font bouffer.
Et Eddie était doublé par Philippe Pétieux dans Le Monde Perdu. Et là, Michael Jeter, qui est doublé par Philippe Pétieux, se fait massacrer le dos par un raptor et se fait encore une fois péter la nuque par le raptor. Il y a un truc avec le pétage de nuque. Et il y a encore une histoire de sac à dos porte-bonheur, qui était aussi un truc dans le film d'avant et qui là revient encore à nouveau. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas la même marque. Ah, c'est possible. Parce qu'il me semble avoir lu ça sur Internet. Alors, je sais plus où. Mais j'ai lu que c'était la même marque. Il y a la scène où ils sont tous... il y a tous les dinos qui courent, etc. Et que Alan Grant récupère le sac. Elle est un peu ridicule quand même, je trouve. Juste la manière dont il marche, il tombe, il trouve le sac, il fait « je le prends pas », il continue à courir. C'est juste la manière dont c'est amené. Ouais. Donc il trouve une base d'InGen où les dinos ont été créés. On voit des embryons et un raptor qui fait de l'apnée. Ça m'a fait penser à, bien sûr, Alien Résurrection. Hein, forcément, je l'ai vu il y a pas longtemps, donc forcément. Et d'ailleurs, ce film, je me suis dit, c'est un peu le Alien Résurrection de la saga Jurassic Park. C'est qu'on l'oublie un petit peu. Il fait son délire. Il dure pas longtemps. Non. Je rigole. Sympa pour Darius Gorgi. Je rigole. Non, mais c'est juste, ça m'a fait penser au fait que dans la saga Jurassic Park 3 et Résurrection, c'est un peu ce qu'on oublie, tu vois. Je trouve. Ouais, je sais pas. Non plus, non. Non. Ah ouais, pourtant, à chaque fois que j'ai vu des grands rétrospectifs et tout, vous trouvez qu'on parle beaucoup de Jurassic Park 3, par exemple ? Non, mais Alien Résurrection, c'est un film où un jour Internet a décidé que le film était mauvais, alors que... Non, j'ai pas dit que ce soit mauvais ou bon, j'ai dit qu'on en parle moins. On parle plus de Sweet Fincher, on parle plus des deux premiers, bien sûr, mais on parle beaucoup plus de l'histoire de Sweet Fincher. Il y a moi, pour avoir fait les podcasts, il y avait moins de choses à dire au final sur Résurrection que sur le 3, par exemple. Et les deux derniers, on en parle plus parce qu'ils sont plus récents, c'est pour ça que... Mais non, mais en fait, je trouve que c'est exactement le contraire, Alien Résurrection et Jurassic Park 3, dans le sens où Alien Résurrection, c'est un film qui est porté par une vision de réalisateur. Après, on n'aime pas, mais il est vraiment porté par une vision. Pour le coup, c'est exactement le contraire. Et, 3, en fait, il y a un peu le même délire où il n'y avait pas trop de script... définitif oui, avec vrai. Whedon et tout. Oui, c'est vrai ça. Mais là, il y a un réalisateur et un script qui sont vraiment bien séparés l'un de l'autre. Et je pense que le Jurassic Park 3 avait un peu... Bon, il n'y avait même pas de script en l'occurrence. Mais je trouve qu'il y a des parallèles à faire. Mais un petit peu, voilà. Tu vois, justement, à mon avis, Jurassic Park 3 aurait été un film infiniment plus intéressant s'il y avait eu la même démarche d'Alien Résurrection, à un moment donné, de renverser la table et de faire un truc qui aurait pu avoir une identité propre, alors que là justement c'est vraiment le plus gros problème du film, c'est que il est pas mémorable. Il est pas mémorable du tout en fait, quoi. Non, bon, et pourquoi moi ? Il a dit qu'il nous fallait quelqu'un qui était déjà allé sur cette île. Oui, mais je ne vous ai pas dit de kidnapper quelqu'un. Je n'ai jamais mis les pieds sur cette île. Bien sûr que si. Vous avez écrit ce bouquin. C'était Isla Nublar. Ici c'est Isla Sorna. Site B. Vous voulez dire qu'il y a 2 îles avec des dinosaures? Bon, vous restez en dehors de tout ça. Pour parler des raptors qui ont un nouveau look, donc d'ailleurs tous les dinos ont plus de couleurs. Ça j'aime bien. J'aime bien qu'ils aient une crête, donc. En tout cas, c'est les mâles qui ont des crêtes. Et je trouve que c'est bien parce que, en fait, je me dis que plus les générations avancent, ils vivent sur cette île, et plus ça avance, puis ils commencent à ressembler aux vrais dinos, et peut-être de se débarrasser un peu de leur ADN de grenouille. Et petit à petit, ça... parce que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas de plumes, c'est à cause de l'ADN de grenouille, en fait. C'est ça, on oublie toujours l'histoire des grenouilles. Mais en vrai, ouais, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est un peu le film qui commence un peu à vouloir suivre la paléontologie, alors que les films suivants vont complètement foutre ça sous le tapis et dire on fait les mêmes dinos qu'avant et on n'en a rien à faire des plumes et des madules, on va faire exactement la même chose qu'avant. Ça permet aussi de personnaliser ces dinos, c'est-à-dire que nous, spectateurs, on va retenir qui est le chef, et donc quand on va les voir, on va se dire bah tiens, lui c'est le chef, lui c'est un qui est en dessous. Enfin, ça leur apporte une personnalité qui avait peut-être pas forcément dans les autres, parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Voilà, les dinosaures d'une espèce, t'arrivais pas à dire qui était qui des fois. Bah là, celle qui a pas de crête, c'est elle, la chef en l'occurrence. Tous les autres, ils ont leur petit look de punk là. Mais aussi, je sais que c'est l'équipe de Stan Winston qui disait on va encore refaire des raptors, donc est-ce qu'on pourrait peut-être pas aussi proposer une nouvelle variation? Donc effectivement, on a eu ces raptors à crête et aux yeux rouges aussi, ils ont plus des yeux rouges dans cette version-là.
Mais je comprends aussi le désir des créateurs d'effets spéciaux aussi de se dire est-ce qu'on peut pas travailler sur d'autres dinosaures, parce que c'est vrai que les raptors c'est les stars de la série, mais bon, il n'y a pas de Jurassic Park sans raptor. Je crois que c'est les stars de la série pour tous les gens qui se rendent pas compte que c'est le T-Rex la star de la série. Le T-Rex c'est le logo. Non, le T-Rex, je pense que c'est le plus mémorable. Les raptors sont devenus super célèbres grâce à Jurassic Park, parce que tout le monde s'en foutait des raptors à l'origine, quoi. Avant, on pensait tous au Diplodocus, des trucs dans le genre, tu vois. Mais les raptors sont connus grâce à Jurassic Park au final, et je pense que justement, ils se sont trop enfermés dans le délire raptor avec le temps. Là, par exemple, ils se taillent le bout de gras. À un moment, les raptors, c'est un peu ridicule quand même. C'est parce qu'ils ont des interactions avec les humains, donc ils se disent reprenons à chaque fois notre star, notre emblème pour les mettre. Mais c'est vrai que dans les suites, c'est pareil. Enfin. Ils faisaient plus vicieux dans le premier, et là, quand tu les vois perdre leur temps à discuter, mais t'as l'impression d'être dans un James Bond limite. Voilà, en vrai, ils les auraient bouffés, ils auraient récupéré les œufs. Enfin, voilà, oui. Il n'y a aucune raison de les garder en vie, même une fois qu'ils ont rendu les œufs. Il n'y a aucune raison. Ça aurait été comme le T-Rex dans le film d'avant. Tu vois, non, le raptor a des valeurs. Ils rendent le bébé aux deux T-Rex, les deux T-Rex ils vont ranger le bébé et ils reviennent 2 secondes après pour bouffer ceux qui l'ont pris, quoi. Après, techniquement, ils auraient pu dire que c'est pas notre faute, c'est Billy, on vous le dit. Ouais, mais c'est la chambre de résonance qui fait c'est la putine. Ah oui. Donc on rencontre Eric qui vit dans une cachette et qui a des cheveux qui n'ont pas poussé en 2 mois. Il a de la pisse de T-Rex, voilà, ça peut toujours se servir. Et c'est le moment où on fait la rencontre du MacGuffin du film, le téléphone satellite dans le ventre du Spinosaure. Je sais que là encore, j'ai entendu, je sais plus qui m'a dit, c'était à l'épisode d'avant, je crois. La scène, c'est quand même ridicule d'avoir un téléphone dans le ventre du dinosaure. Moi, je me suis dit, c'est drôle. Au contraire, c'est formidable. On fait un truc d'original. Pour une fois, on fait un truc un peu original, de se dire on peut l'entendre venir, tu vois. Non, mais c'est formidable parce que le dinosaure, il te le montre un peu parfois comme le requin des Dents de la Mer. Au début du film, il chope un gars un peu comme le gars qui se fait manger là dans le bateau dans les Dents de la Mer. Après, t'as ce côté, tu l'entends arriver comme le crocodile dans Peter Pan. Donc c'est la menace. Moi j'aime bien. Ouais. Quand t'as le son. Hop, tu dis merde, on va mal finir. Et puis ça apporte aussi un côté marrant parce que la première fois qu'on entend le truc, le petit croit retrouver ses parents et puis en fait, bim, il arrive. Et c'est excellent. Encore une fois, on a ce côté attraction avec d'un coup, pouf, voilà, un peu comme dans un train fantôme, pouf, la créature qui arrive. Et c'est vraiment une bonne idée de réalisation, je trouve. Ouais, je trouve que c'est une des bonnes idées du film, ça, par contre, d'avoir le téléphone. En plus, c'est une sonnerie mémorable. Je l'avais vu une fois à l'époque au cinéma, je me souvenais de la sonnerie 10 ans plus tard. Quoi, tu vois. C'est une bonne idée à 2 titres, en fait. La première, parce que ce téléphone, on le voit dès le début du film, donc c'est pas un truc qui arrive comme ça d'un coup. Donc on se dit, peut-être que cet objet-là va servir. Donc c'est peut-être un des rares trucs de scénario qui tient, en fin de compte. Et c'est le MacGuffin, voilà. Comme je disais. Ouais. Et comme pour rejoindre ce que disait Faye, c'est un peu comme les barils des Dents de la Mer, c'est-à-dire que si tu peux pas filmer ta créature, tu vas utiliser un objet ou un son qui va figurer la menace. Là, c'est la sonnerie de portable, comme les barils des Dents de la Mer pour figurer le requin, en fait. Et puis bon, ça permet de faire une blague de caca. Oui, c'est important quand même. Ça, c'est toujours le cacaphone. Et de montrer d'ailleurs, quand il moteur. trouve le téléphone dans le caca, il a du démarchage téléphonique au même moment aussi. Oui, c'est vrai. Pour le CPF. Un truc sur le Spinosaure qui est quand même vachement con, il faut le dire, c'est quand même qu'à un moment, il détruit une barrière d'un coup d'épaule, tranquillou, boum. Et 2 secondes après, il n'arrive pas à ouvrir une porte en métal. Genre la scène d'après, il n'arrive pas à ouvrir une porte en métal. Peut-être qu'il s'est cassé l'épaule. Ouais, ou il est fatigué. Peut-être qu'il se fait remboîter après, mais... Mel Gibson. Voilà, Mel Gibson. Mais en tout cas, je trouve... Ou alors, c'est pour se foutre de... Vous avez pas remarqué je vais leur cette faire croire que j'arrive pas. J'avoue que j'ai pas... Mon incrédulité s'est suspendue vraiment très vite. Parce que, non, mais il défonce vraiment la plus grosse barrière au monde, quoi, qui existe. Et juste après, il ferme la petite porte et lui, avec son nez, il n'arrive pas à l'ouvrir, quoi. Ouais. C'est quand même pas possible. Où en gros, on arrive dans la meilleure scène du film pour moi, qui est la volière. Ouais. Qui, je trouve, est vraiment la raison pour laquelle il faut regarder ce film. En fait, si tu veux une raison de regarder le film, regarde la scène de la volière, quoi. Non, c'est Alan. Qui est un passage qui vient du premier bouquin en plus, ouais, ça vient de du Michael premier Crichton. bouquin. Et non, mais puis même le ptéranodon qui sort du brouillard en marchant comme ça sur la
Enfin, c'est super, quoi. C'est vraiment là où il y a le plus d'idées, où c'est des dinosaures qui enfin sont différents, parce que le spinosaure, au final, c'est la même chose, mais en plus grand, quoi. Tu vois, il n'y a pas énormément de différence. Là, il y a vraiment un truc différent, qui est un truc qu'on n'avait jamais vraiment fait avant. Il y a plus d'idées, et oui, en plus, on prend une des très bonnes choses du premier bouquin et on la met ou du deuxième, je sais plus. Du premier bouquin. C'est dans le premier. Ouais, premier bouquin. Mais là, il y a surtout qu'il y a aussi un très beau travail d'alternance entre des hommes costumés et des créatures en CGI, puisqu'il y a John Rosengrant qui faisait partie de l'équipe de Stan Winston qui incarnait le ptéranodon. J'adore quand il marche comme ça. Oui. Je trouve que c'est les dinosaures qui sont les plus dinosaures. Tu vois, ils perdent pas leur temps à discuter. Ils attaquent. Ils y vont à fond. Ils lâchent pas leur proie, quoi. Ptérosaures. C'est des ptérosaures, voilà. Mais c'est ça qu'on voulait. On voulait de l'attaque. Il disait qu'il voulait leur donner un côté très étrange, très effrayant, presque un côté un peu Dracula, carrément. Ils sont très bien. Franchement, je trouve que c'est... En plus, le passage, l'entrée dans la volière est bien gérée, quoi. Ouais. Tout est bien géré. La photo est top, et puis les trucs sont cassés, il faut sauter, enfin il y a qu'un seul endroit où tu peux y aller, mais il faut rentrer un par un. Là, il y a un petit côté Indiana Jones, tu vois, un petit côté vraiment aventure qui manquait justement dans le reste du film, ou dans le reste du film, c'est un peu le réchauffé de ce qu'on avait vu avant. L'attaque de l'avion, c'est un peu les mêmes choses qu'on avait vu avec le T-Rex dans les films d'avant, avec la caravane et avec la voiture, tu vois. Enfin, c'est un peu la même chose au final. Et là, on a enfin la seule grosse différence, c'est le combat entre le T-Rex et le Spinosaure, où là, c'est la première fois qu'on a le droit à voir deux aussi grands carnivores se battre. Et c'est peut-être les deux seuls trucs qui changent vraiment, à part les raptors qui parlent, mais ça, je pense qu'on a... Alan. Mais c'est même pas que c'est même pas que quand ils parlent là, c'est que quand ils se parlent entre eux aussi, tout simplement. J'aurais voulu avoir des sous-titres. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Et ils nous ont rendu nos œufs, ouais, on se casse. Et c'est vrai que Joe Johnston limite à tourner le film pour cette scène-là spécifiquement, hein, la scène des ptéranodons, qui est vraiment une réussite en termes de préparation, d'atmosphère et d'iconisation de créatures aussi. Hein. C'est limite si cette scène n'a aucun droit d'être dans un film comme ça, tu vois. Elle aurait mérité un meilleur film, cette scène. Que ce soit une des grandes scènes du film, pas juste la seule grande scène du film, quoi. Et il y a Billy qui meurt. Voilà. Sauf qu'il est pas mort, en fait, bien sûr. Je trouve ça n'apporte rien au film. Mais j'ai trouvé ça complètement débile. Ah oui. Déjà que je trouve que le perso est super mal écrit, parce qu'au début, c'est genre, je suis à fond sur Alan, et puis après, je pique des œufs, mais je sais même pas pourquoi. Et puis qu'est-ce qu'il veut en faire des œufs? Il veut les éclore, il veut faire quoi? Il va avoir une petite armée. Ouais, il veut les vendre, c'est ça. J'en sais rien. Ah oui, il le dit pour avoir plus d'argent. Puis à la fin, il revient comme ça, genre, hey, salut. Il le fait pour Alan. Et Alan, on a rien à foutre qu'il soit vivant. Il s'en tape qu'il soit mort ou vivant. À partir du moment où il a chopé les œufs, il est mort pour lui. Le mec se fait bouffer de toutes parts, et la seule chose qu'il pense, c'est mon Dieu, Alan a perdu son chapeau. Non mais limite dans le plan où Billy se fait becter, on voit il se fait emporter dans la rivière. L'intérêt du plan, c'est même pas Billy, c'est le ptéranodon qui surgit dans le plan et qui regarde les autres. Oui, en disant, trop bien. Je vais vous. Ce plan, il est super. Il est excellent. C'est trop bien. Limite, il nous regarde nous. Qu'est-ce que tu veux, toi? Genre, il nous regarde. Je vais te bouffer là. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'aime bien aussi les petits bébés ptéranodons ils sont bien faits, ils sont mignons. Ouais, pareil, c'est des animatronics quand ils sont sur le nid, là, sur le petit perchoir, et ensuite c'est des créatures en CGI quand ils font sur le petit gamin. Non, c'est bien foutu. Hein. Ouais, cette scène, elle est vraiment chouette. Hein. Mais dès que tu mélanges, tu vois, ces deux technologies, ça passe très très bien, et quand tu fais que du numérique, ça vieillit très mal. Et que de l'animatronics, je pense que de nos jours, on peut faire mieux, tu vois, donc c'est un mélange des deux, comme ils font très bien sur une autre saga, je trouve, de nos jours, où ils arrivent à mélanger un petit peu les deux. Mais aussi, mais en plus, c'est son anniversaire à cette saga. C'est la seule scène qui est un petit peu sombre aussi d'un point de vue lumière. Et bizarrement, je trouve que ça apporte aussi... moi, je trouve qu'il y a trop de lumière dans le film, en fait, de manière générale. C'est pour ça que je disais que ça avait un petit look téléfilm. Ouais, complètement, ouais. Parce que tu sens que tout est saturé, quoi. Ouais. Il y a de la brume, il y a de l'ombre, il y a des trucs intéressants. Après, peut-être ce serait intéressant de voir le film en 35 mm. Peut-être que ce serait plus intéressant. Tous les films. Probablement. Ouais. Si on avait le choix. C'est vrai qu'avec les restaurations HD, les films ont tendance à être de plus en plus lumineux. C'est vrai que sur celui-là, ça ne lui rend pas justice, même les dinosaures. Les dinosaures en CGI, on voit aujourd'hui les défauts qui sont dans ce film-là et qui ne sont pas présents dans le premier Jurassic Park. J'ai une théorie selon laquelle il y a deux sortes de petits garçons. Il y a ceux qui veulent devenir astronomes et ceux qui veulent devenir astronautes.
L'astronome, le paléontologiste, est fait pour étudier toutes les merveilles de la nature bien planquées dans un lieu complètement sûr. Alors vous n'êtes pas fait pour aller dans l'espace? Exactement. C'est la différence qu'il y a entre imaginer et voir, être capable de toucher les choses. Donc il trouve un bateau et Alan Grant parle de la différence entre les astronomes et les astronautes, qui est très certainement la bonne scène de dialogue du film, qui est très intéressante et qui, au final, on n'y a jamais trop pensé à la différence entre les astronomes et les astronautes. Et quand tu réfléchis, tu te dis, il n'y a pas de justice. Ça devrait être les deux, en fait, ça devrait être qu'un seul boulot. Mais ça, j'ai trouvé ça très intéressant et on enchaîne ça avec, bien sûr... C'est vraiment un gros tas de merde. Voilà. Et il y a un cératosaure avec sa petite corne et il n'est pas du tout intéressé parce qu'il sent que c'est le spinosaure. Donc ça, c'est bien. Ils nous mettent des petits... J'aime bien quand il y a des petits dinos qui apparaissent comme ça, qu'on n'avait jamais vu avant. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Et le spinosaure sort de l'eau, attaque la cage pendant que Alan essaie de joindre Ellie. Ok. Alan. De tout. Il n'est pas au courant qu'il pourrait tout simplement appeler, je sais pas, 911. Ce qu'il faut reconnaître. En fait, il lui dit qu'il peut pas appeler l'ambassade parce qu'on va refuser de les aider, donc il appelle Ellie parce que ça se trouve il connaît qu'un seul numéro de téléphone. Parce que son mec travaille pour le gouvernement, je sais plus trop quoi exactement, State Department. Totalement oublié son mec. Et je crois que c'est pour ça en fait, ils le disent au début du film. En fait, il travaille pour le gouvernement et tout, donc c'est sûrement lui qui a envoyé les militaires à la fin. Mais c'est jamais précisé, donc c'est vraiment là moi qui allait chercher. Ça se tient. Moi, je suis toujours respectueux dans les films des gens qui connaissent par cœur les numéros de téléphone des gens. C'est un truc. À cette époque-là, c'était normal. C'était avant. Non, à cette époque-là, c'était normal. C'était comme se souvenir des anniversaires. Maintenant, on le fait plus avec tous les Facebook. Moi, j'avais un calepin, moi, donc je serais mort en fait. Là, de mon temps, on avait des calepins. Bah oui. Mais tu peux encore en avoir un papier. Non, je peux plus. Non, mais ils sont très forts, hein, les gens qui retiennent les numéros de téléphone. Écoute, moi j'en connais 2, tu vois, ça m'aurait peut-être sauvé la vie. Ouais. Je connais le mien. Ouais. Il faut cramer le spinosaure. Voilà, t'aurais pu te sauver tout seul. T'aurais pu tout sauver en m'appelant, moi. Par contre, le gamin d'Ellie, non mais... Oh là là, mais c'est pas possible, quoi. Ils sont fous comme ça, je peux pas. Le gamin d'Ellie. Ah oui, ok. Je croyais que tu parlais de... Non, le gamin qui répond au téléphone, j'en pouvais plus. Ah oui, Charlie. Mais regarde, Barney le dinosaure, donc c'était une petite blague, petite blague à Barney le dinosaure. Voilà. Mise en abîme. Mise en abîme. Mais je crois que l'acteur qui jouait Billy a joué dans un épisode de Barney le dinosaure, un truc comme ça. Ah ok. Il semble avoir lu ça. Donc ils font cramer le spinosaure, qui dans une autre version du script, il devait mourir parce que Alan utilisait sa flutine pour demander au raptor de l'attaquer. C'est le flûtiste et les rats. T'imagines? J'ose même pas imaginer cette scène. Quoi. Comme il sort le conte. Comme le conte, le joueur de flûte. Pied Piper, là, voilà. avec les rats. Ouais, ça aurait pu marcher, peut-être. Ils ont peut-être gardé l'idée pour dire à Chris Pratt, tu vas faire des bruits comme ça, tu vas dresser les dinosaures et puis après tu leur feras faire des trucs. C'est un peu comme Chris Pratt, ou après ça aurait été un peu similaire à la fin du premier, à la fin de World, où à chaque fois c'est les raptors qui viennent se battre. Ça aurait été un peu... C'est pas plus mal que ça a été comme ça, puisque un spinosaure qui crame, pourquoi pas, il reviendra dans le prochain, et puis voilà. Avant de partir, ils rendent leurs œufs aux raptors. Voilà. La deuxième petite famille est réunie. Et les raptors sont une dernière fois ridiculisés dans le film. Voilà, ça c'est fait. J'ai fait une petite liste sur Twitter d'ailleurs, Atlas Sagapod, si vous voulez voir. C'est très rigolo de les voir prendre leurs œufs et les regarder les humains en mode... Qu'on j'y reprenne plus. Je suis C'est pas bien. J'ai pas compris leur délire qui vont vraiment vers le perso de Théa Leoni là, qui se retrouve en avant et qui fait ne les regardez pas. C'est parce que c'est la fille. Bah oui, c'est la maman, donc forcément la maman va s'attaquer à la maman. Elle croit que c'est elle qui veut lui prendre ses œufs. Alors que c'est Billy, il fallait garder en bouclier humain, vous leur donniez. L'armée débarque, Billy est en vie. Et les ptéranodons s'envolent, et ainsi se termine la trilogie Jurassic Park. Mais elle est super rushée, la fin, franchement. Ah oui, mais tout est rushé. Halluciné. Par où il passe, quoi? Les ptéranodons. Du coup, il y a un trou dans la volière. Non, il te montre que la porte n'est pas bien fermée. Quand Théa Leoni et son fils sont sortis, ils n'ont pas bien claqué la porte, et t'as un gros plan dessus au moment. J'étais peut-être en train de couper des carottes. T'étais en train de couper les carottes sur ton téléphone. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ce mec tout seul en costume sur la plage
Oui. En train d'appeler les autres. En plus, j'aime bien. Vous êtes à la grande? Non, je suis Robert. Je suis le pape et j'attends ma sœur. Tu sais, c'est Lost, Lost avant l'heure, tu sais. Il y a un mec sur la plage en costard, alors qu'il y a toute l'armée avec lui, quoi, tu vois, armée jusqu'aux dents. Non, on va envoyer d'abord le mec. Christian Shepard, merde. Envoyons le mec d'abord en costume les appeler. Surtout qu'il demande qui c'est, quoi. Mais il y a combien de personnes perdues sur cette île, franchement? Voici ma carte d'identité. Donc tout est bien qui finit bien, on reverra plus jamais de dinosaures. Et voilà. Est-ce que vous avez aimé ce petit film de série B qui s'appelle Jurassic Park 3? Écoute, franchement, moi j'ai passé un bon moment devant, ça m'a détendu. J'ai pris plaisir à le revoir et je trouve que, alors je sais pas si c'est parce que je vieillis, j'en sais rien, mais je prends de plus en plus de plaisir à le revoir. La petite trilogie Jurassic Park, je trouve qu'elle est très sympathique. Après, c'est sûr que c'est pas le niveau du 1, mais bon, je trouve que d'où on est parti, ça aurait pu être plus catastrophique. Et au final, on a un petit film qui est sympa. C'est un film qui me laisse un peu de marbre, quoi. Enfin, tu vois, il est pas assez mauvais pour vraiment être très énervant. Il est pas assez bon pour être mémorable. Je sais pas. Je crois que j'ai plus de. En fait, vraiment, au moment de le revoir, mais je n'avais pratiquement aucun souvenir, à part évidemment Alan dans l'avion. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que je me rappelais pas de grand chose. Oui, si, quand même, de la volière. Mais entre les deux, c'était un peu le grand néant, quoi. Et c'est vrai que quand je l'ai revu, du coup, comme que je l'ai revu, je l'ai redécouvert, c'était pratique. Et ouais, je trouve ça triste. Je trouve triste ce film dans le côté, justement, comment réussir à faire un truc aussi peu mémorable, quoi. C'est un peu dommage. À la limite, je préfère les accidents de la route, tu vois, dans les films qui tentent des trucs mais qui se plantent à moitié, que les films qu'on oublie complètement. Ouais, c'est vrai qu'au lieu d'avoir le troisième grand volet d'une trilogie, on a eu surtout une sorte de film bonus. Enfin, c'est presque devenu une sorte de film bonus un peu par la force des choses, par la production un peu chaotique, mais je trouve qu'ils ont réussi à conjurer un peu tous les problèmes de production en mettant le paquet justement sur le côté efficace, en épousant un rythme très, très staccato et en épousant vraiment la forme d'un vrai survival, en fait. Ce qui est la seule fois de la série où on est vraiment sur un type de film survival très très court où les péripéties s'enchaînent. Du coup, moi je l'apprécie beaucoup pour ça. Et en fin de compte, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est juste d'être un film de dinosaures, en fait, qu'il est censé être à la base. Et il n'y a pas effectivement le sous-texte, toutes les réflexions sur la génétique, sur l'éthique, et puis toute la réflexion sur le cinéma dont les invités de Sofiane ont parlé dans les 2 premiers épisodes. C'est vrai qu'il manque ce degré de texture-là, et pourtant on sait que Johnston est capable de manipuler les enjeux méta, les mises en abîme de certains personnages. Encore une fois, le Captain America prouvera qu'il en est tout à fait capable, mais pour ses qualités et ses défauts, je trouve qu'il reste un épisode très très sympathique. Après, maintenant, peut-être qu'il faut que le temps passe encore un peu pour voir comment il s'intègre, il s'encastre dans cette franchise. Moi, je l'aime beaucoup. Film de l'après-midi. Est-ce qu'on pourrait pas le voir aussi comme un réalisateur qui, quelque part, remercie Spielberg pour ce qu'il a apporté, pour ce qui a été fait. Enfin, je ressens vraiment que c'est un gars qui a l'air d'être passionné. Il essaie pas de faire. Justement, je trouve que ça ressemble pas à du Spielberg ce qu'il fait, quoi. Non, mais je te dis pas que ça ressemble à du Spielberg, mais j'ai l'impression que quelque part, ce film, c'est un peu comme un remerciement pour ce qu'on a eu avant, un peu, tu vois, comme un gars passionné qui fait quelques petits clins d'œil et qui remercie pour le bon moment peut-être que lui a ressenti ou que nous on a ressenti. Enfin, je trouve que c'est comme conclusion, je trouve ça pas si mal en fait, de se dire voilà, on fait un petit film bonus pour dire merci pour ce moment qu'on a passé tous ensemble. Donc moi je pense que en fait j'aurais aimé que ce soit un film d'1h30 de type grand 8. Tu sais, où ok, tu t'oublies un peu, quand une fois que t'es sorti, t'as un peu oublié le film, mais au moins quand tu le regardes, tu vois, tu t'en prends un peu pas la tronche. Ou tu vois, tu sais qu'au moins tu t'éclates quand tu le regardes. Et là, en le regardant, je me suis pas éclaté. En fait, j'ai plus regardé que la peinture est en train de s'écailler, que quand j'ai vu le film avant de faire des recherches, et je me suis dit c'est pas possible que ce film il avait un script fini avant. Enfin, on le ressent tout ça qu'il y a pas de script. Et moi, je suis quand même du genre à aimer un bon script avant tout. Et quand j'ai pas ça, je suis un peu bon. À ce moment-là, vends-moi au moins du rêve, quoi. Tu vois, que ce soit
que si le style, si la substance n'est pas là, au moins donne-moi du style. Et je trouve pas qu'il y a du style, justement, comme tu disais, c'est trop de jour, trop de couleurs, trop. On se plaint du fait que les films n'ont pas de couleurs de nos jours, mais maintenant, là il y en a trop en l'occurrence. Très très peu de moments marquants, à part la volière. Hein. Je trouve que là, en l'occurrence, limite, ils auraient pu faire un film autour de gens enfermés dans une volière, ça aurait été un super bon film. Hein. Je trouve que personnellement, ça va rentrer dans la catégorie du pire de la saga, parce que les autres, au moins, ils me font ressentir des choses, que ce soit de la colère ou du bonheur, mais au moins, il y a un truc. Le 2, je dis, ah, c'est dommage, tu vois. Celui-là, c'est plus, ok, enfin... Pourquoi t'existes un peu. Enfin, on sent qu'ils avaient une date. Il fallait qu'à ce moment-là, ils sortent un nouveau Jurassic Park pour continuer à pouvoir essayer de surfer un peu sur la vague des dinosaures et de faire de l'argent et tout avec des produits dérivés et des trucs comme ça. On sent que c'est un film qui a été fait parce qu'il fallait que la marque ramène un peu d'argent. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ramené d'argent. Ça faisait depuis 97. On s'est dit, allez, il faut qu'on en fasse un là. Et si celui-là il marchait, ils en auraient fait un 4e. 3-4 ans plus tard, ils en auraient fait encore un 5. Enfin, tu vois, il y aurait eu des Jurassic Park ad vitam aeternam, ce qu'on va sûrement avoir maintenant. Et au final, ouais, c'est dommage. Ouais, faut vraiment que je revoie World et Fallen Kingdom. Mais tu vois, World a un concept sur lequel je peux pas cracher. Le parc est ouvert, ça marchera toujours dans ma tête. Tu vois, cette idée de juste le concept, le parc est ouvert. Juste cette phrase. Les Dents de la Mer 3. Ouais, Fallen Kingdom, je le regarde, je fais, il n'y a rien qui tient debout. Mais au moins, je fais, ce plan du brachiosaure dans la fumée, voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça. Le château de Dracula aussi. Alors que là, Jurassic Park 3, c'est un film que s'il passait le dimanche à la télé, je sais même pas si je resterais plus de 10 minutes dessus. Tu vois? Genre, je ferais, c'est pas la scène de la volière? Ouais, bon, allez, ça m'intéresse. C'est Didier Alouche, à l'époque, qui disait, lors de la sortie du film, que c'était le premier film pensé en tant que chapitre de DVD. Je trouve que c'est pas fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 5 chapitres. Comme ça, et par exemple, quand vous revoyez... moi, je sais que Jurassic Park, je me les fais tous les ans. Et en général, je me refais les 3 films. Mais vous, quand vous faites un Jurassic Park, vous revoyez que le premier? Oui. Vous faites la trilogie que le premier? Que le premier, ouais, carrément, d'accord. que le premier. Même Le Monde Perdu, ça faisait des années et des années que je l'avais pas vu. Et pourtant, je pense que tout le monde peut comprendre en m'écoutant que je suis plutôt fan de la franchise. Je suis plutôt fan des dinosaures et tout. Mais en dehors du premier, il y en a vraiment aucun qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit, Sofiane, ça c'est pour toi. Ça. Moi, je revois La Guerre des Mondes. Ouais, je pense que ça n'a rien à voir, mais je pense pourquoi pas. Pourquoi pas revoir le monde. Voilà, pourquoi pas revoir La Guerre des Mondes. Moi, je regarde. Voilà. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord, même vous deux qui êtes plutôt qui êtes Fab et Faye, vous êtes plutôt les Fast and Furious, on va vous appeler. Si tu veux, c'est la famille. Je valide. Vous êtes plutôt chaud pour le film, vous êtes plutôt motivé, mais en même temps, je pense que si on vous demandait lequel vous allez défendre le plus dans les 3, ça va peut-être pas être celui-là, par exemple, tu vois. C'est le 1, c'est sûr. Mais non, mais je veux dire... Le 1 n'a pas vraiment besoin d'être défendu. Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi je le mets dans le tas. Mais je trouve qu'il y a quand même plus de choses à sauver dans Le Monde Perdu, personnellement, quoi. Moi, je défends beaucoup le 3 pour son côté film d'artisan. Ça me plaît. C'est le Stan Winston Show, quoi. Exactement. Voilà. Mais c'est sûr que Le Monde Perdu, c'est une tuerie de mise en scène. C'est incroyable, Le Monde Perdu, en termes de mise en scène pure. Ah oui, de toute façon, la mise en scène, ça c'est sûr, sur le 2, tu sauves direct. Mais après, le 3, moi, je suis consciente de ses défauts, mais je m'éclate quand même devant. Je te dis, dès qu'il y a des dinosaures, je suis super contente. Les hommages, ça me plaît. Donc il y a quand même des choses que je vais retenir. Pour moi, c'est vraiment un film qui est fait par un petit passionné qui se fait plaisir à refaire des petites scènes. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le sous-texte qu'on va retrouver dans le 1 et dans le 2. Mais ça fait du bien de temps en temps. T'as envie de te vider la tête. Un petit Jurassic Park 3. Ça passe très bien. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci à vous 3 de m'avoir rejoint. C'était un plaisir. Si vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles partout et un petit commentaire en nous disant quelle est votre saga préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @lasagapod ou rejoindre notre Discord pour nous dire ce que vous avez pensé du film et de notre épisode. Et si vous voulez nous aider financièrement tout en découvrant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'épisodes sur les sagas dont on a parlé et bien d'autres films, rejoignez-nous sur Patreon, patreon.com/planséquence. Vous pouvez aussi retrouver tous nos podcasts sur planséquence.net.
Et comme toujours, vous pouvez nous écouter sur les plateformes habituelles comme Spotify, Apple, Deezer, SoundCloud, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne Plan Séquence. Un grand merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et bien sûr, merci à tous les gens qui nous aident sur le Patreon. Elvire, Sylvie, Madame Béa, Mendes, Michel, Alexis, Franck et Aurélien, nos very important patous. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de Jurassic World. À la prochaine tout le monde. Salut. 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 Au revoir.